C'est bon? Attends, je fais un ordinateur. Ouais, c'est bon. Je lance l'enregistrement. C'est parti. Et bienvenue. Et on va le refaire. Je sature comme pas possible. Un, deux, 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 un, deux. Il y a du vin sur Un, le deux, live là? un, deux. Non, je pense pas. Oui, donc on entendait ton souffle pendant le jingle. Faut pas respirer. C'est ça, on a fini. Ça doit finir 1h30. Bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Parce que ce sera quand même un peu mieux. Parce que ça, je pourrais pas le rattraper. Attention, silence. Et bienvenue sur ce deuxième numéro de Podcaster. Merci d'être à l'écoute. Donc nous sommes heureux de vous recevoir une nouvelle fois après un premier essai que l'on peut dire concluant. Donc j'accueille Hervé. Salut Hervé, comment vas-tu? Salut Loïc, salut François. Ça va bien, voilà. J'ai fait mon petit bout de autoroute A13 pour venir depuis Paris, et puis c'était pas trop bouché, donc ça a bien roulé. Voilà. C'est vrai que Hervé est notre Parisien, il vient, mais d'origine normande, hein, c'est pour ça qu'il participe. Et l'or, et voilà. Et donc on a aussi François qui est là. Salut à tous. Alors François, j'avais prévu quelque chose pour toi pour pas te dépayser. Vas-y, dis-moi. Ça te rappelle des souvenirs? Allez, tu nous fais une petite danse? Non, je sais pas danser. Et donc oui, la musique de Zorba pour un petit clin d'œil parce que François nous revient tout bronzé de Grèce. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. C'était sympa? J'ai juste chopé une petite maladie, je sais pas trop, j'ai tous. Ah oui, ouais. Donc ces temps-ci, là, il faut pas trop parler de maladie. Là, on entend parler de l'Ebola et compagnie. Voilà. Donc ça va, c'était. Je me suis bien amusé, et puis bon, voilà. Ça va. C'était pas en Grèce. L'Ebola n'est pas en Grèce, donc ça va. On est rassuré. Tu tousses pas dans le micro, par contre. Ouais, sinon ça. Tu te retires. Tu as le droit d'être malade à partir de la fin de l'émission. Donc voilà, deuxième numéro. Alors, est-ce que vous avez écouté le premier? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Un petit retour? François, tu veux commencer? Ça a été. Donc ça a été. Donc on a eu pas mal de retours, plutôt positifs. Donc bien sûr, il y a encore pas mal de progrès, mais c'est normal. Il va falloir qu'on apprenne un petit peu. Là encore, au niveau technique, il y a encore quelques petites choses à faire au niveau technique. Mais bon, Ouais, niveau technique, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais
comment dire, je vous ai écouté Ludovic et toi François, je vous ai trouvé très 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 bon, mais moi j'ai eu l'impression d'être totalement perfectible. Oh, ben, c'est souvent comme ça, pour soi-même, on a toujours un jugement un petit peu plus critique sur soi-même que sur les autres. Mais non, je te rassure Hervé, t'as été très bien pour une première fois. Et bon, il faut pas oublier aussi qu'on est des amateurs, on reste des amateurs, donc pour nous c'est une très très bonne expérience et on espère que pour vous aussi auditeurs que vous appréciez écouter le podcast. Et justement, dans les remerciements, j'aimerais remercier Otaloc, donc qui nous a mis 5 étoiles, parce que vous pouvez aller sur iTunes. Sur iTunes, vous pouvez vous inscrire sur notre podcast. Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et donc, il nous a mis un petit commentaire bien sympathique. Donc, je viens de vous découvrir. Donc le nom de podcast contenant Heure m'a interpellé sur l'appli podcast depuis mon iPod, étant donné que je suis moi-même normand et j'adore l'ambiance de l'émission tout simplement. Donc voilà notre premier fan, Otaloc. Donc je crois que c'est déjà le début de... Merci Otaloc. Donc, merci aussi. Un grand merci. Et donc il a mis entre parenthèses, je vous adore Monsieur Hervé, plein de connaissances. Donc tu vois déjà, le premier fan de podcasteur, c'est un fan d'Hervé. Donc tu vois, tu étais critique sur ta prestation. Donc la preuve que tu as déjà un premier fan. Donc, Monsieur Otaloc, je signe un autographe quand vous voulez. Et il faut qu'on devienne amis sur Facebook. Donc il est sur Facebook et aussi sur Twitter. Donc je pourrais te passer son... c'est tout simplement, je crois que c'est @Otaloc, tout simplement. D'accord. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite au sommaire de l'émission. Donc la structure n'a pas changé par rapport à ce que vous aviez entendu sur l'épisode 1. Donc on va commencer par la rubrique Quoi de neuf, donc avec des petites news, donc des petits retours vite fait sur des petites nouvelles techniques que l'on aurait pu entendre et que l'on souhaite commenter. Moi, je vais vous faire un petit point sur la fibre optique à Twissignol, parce que ça reste quand même un podcast normand. Alors, moi, je vais parler de Twissignol, après à François, éventuellement, sur l'associé de me remonter les infos, donc pour faire des petits points fibre optique sur l'associé, mais vous êtes bien déjà, vous, fibre optique. Hein. Donc, pour savoir, donc j'en reparlerai peut-être dans les news. Donc, je vous propose aussi une nouvelle rubrique, l'application du mois. Donc lorsque, c'est vrai que souvent sur ordinateur, sur smartphone, on cherche une rubrique idéale pour faire telle ou telle opération et on trouve l'application tip-top, mais je vous propose de partager avec vous, auditeurs, ces différentes découvertes. Et enfin, un petit bonus qui va apparaître sur la rubrique Quoi de neuf. Donc ensuite, on va passer à la rubrique test jeux vidéo. Et François, ce mois-ci, tu vas nous parler de League of Legends. Donc de League of Legends, que vous connaissez très probablement. C'est le jeu le plus joué au monde, quoi. Voilà, donc ça pourrait expliquer pourquoi vous le connaissez. 7 milliards d'humains vont nous écouter, c'est pour ce petit podcasteur local. On va avoir 7 milliards d'auditeurs. Donc ensuite, la rubrique technologie informatique dans la science-fiction. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, c'est moi qui m'y colle. Donc je vais vous parler du film Retour vers le futur et plus particulièrement les inventions que le réalisateur a glissées dans le deuxième épisode. Donc revenir dessus et voir quelles sont ces inventions et voir si elles se sont réalisées. Donc ensuite, c'est toi Hervé, tu vas nous faire la rubrique Focus sur. Alors mon focus, ce sera sur l'image fixe, et j'ai nommé mon focus avec un nom un peu pompeux, mais vous allez très vite comprendre quand j'expliciterai tout cela. Le titre donc de ce focus, c'est la réplication du réel sur un support photosensible. Du bitume de Judée au pixel. D'accord, donc on aura effectivement le décryptage de cet intitulé très, très mystérieux tout à l'heure dans ta rubrique Focus sur. Et donc, on attaque tout de suite sur la rubrique News.
Et donc, sur cette première news, moi je vous propose de vous parler des dernières statistiques qui sont sorties au début du mois, des statistiques d'utilisation des systèmes d'exploitation de Windows. Et donc, comme vous vous en doutez, Windows 8 se prend une belle petite raclée. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Comme Vista, il suit le même chemin. Parce qu'au niveau des statistiques cumulées, la version 8 et la version 8.1, on arrive péniblement à un 12%, 12,54% d'utilisation de Windows 8 et Windows 8.1. Et d'après vous, qui prend l'avantage? Est-ce que c'est plutôt XP? Est-ce que c'est plutôt Windows 7? Windows 7. Ouais, c'est Windows 7 bien sûr qui prend l'avantage. C'est vrai que c'est un très très bon système. Windows 7 est à 50%, mais ce qui est étonnant, c'est que Windows XP a encore 25% d'utilisateurs, donc 25%. Pourtant, Windows a un petit peu signé son arrêt de mort le 8 avril, parce que donc je vous rappelle que depuis de XP, pardon, je me suis trompé. Oui, donc XP, Microsoft a signé l'arrêt de mort de XP. Depuis le 8 avril dernier, Microsoft ne fait plus du tout de mise à jour. Donc du coup, l'utilisation de Windows XP peut, dans certains cas, vous exposer à des risques. De sécurité, oui. Voilà. Mise à jour de sécurité. Un peu de mise à jour même. Déjà, ils avaient abandonné depuis pas mal de temps tous ceux qui étaient mis à jour, tous ceux qui étaient galerie de photos, tout ça, c'était bloqué. Et là, maintenant, c'est même les mises à jour de sécurité. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces statistiques parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques concernant Windows 8 et comme tu le disais, Windows 8 est en train de prendre le même chemin que Windows Vista. Et là, on voit bien qu'au niveau des statistiques, le Windows 8, est bien à la traîne. Alors, j'ai deux petites questions à te poser par rapport à ça, ça me passionne. Première question, est-ce que ce ne seraient pas les entreprises ou les administrations qui sont restées un peu beaucoup sur XP? Sur XP, c'est possible. Parce que c'est vrai que ce chiffre de 25%, donc j'ai pas poussé, j'ai pas fait la recherche, mais à mon avis, moi, pour voir un petit peu au niveau du terrain, Windows XP, j'en vois de moins en moins. Donc moi, je m'occupe, c'est vrai que je vois beaucoup de particuliers. Donc, c'est sûr que ce 25%, à mon avis, c'est les machines d'entreprise. Mais du coup, les machines d'entreprise, c'est pareil. Au niveau de la sécurité, arrivé à un moment, dès qu'il va y avoir la faille de sécurité, vraiment la faille de la mort qui va être découverte, si les entreprises ne basculent pas sur Windows 7, ça va être une véritable hécatombe. Très bien. Et puis, ma deuxième question, c'est étant donné que ça fait déjà plus d'1 an et demi que Windows 8 est arrivé, et donc que des ordinateurs et des ordinateurs portables notamment et de toutes sortes vont continuer à se vendre, et puis avec la sortie de la Surface par Microsoft et tout ça, on pourrait imaginer que d'une façon naturelle, Windows 8 remplace 7. On ne peut pas imaginer que les gens achètent un ordinateur avec Windows 8 installé dessus et qu'ils réinstallent 7 à la place. Et si, ça se fait malheureusement, ça s'est énormément fait avec Windows Vista. Ouais. Beaucoup de personnes ont fait un retour arrière et installé Windows XP à la place de Vista. Et là, il se passe la même chose. Hein. Il y a des personnes qui installent, qui reprennent 7. Donc là, ce qui est embêtant, c'est que par contre, pour rétrograder de version, tu ne peux pas le faire avec la version familiale de Windows 8. Tu es obligé d'avoir une version pro. Donc ça veut dire que la plupart des personnes qui font ce choix-là, soit ils achètent Windows 7, la licence, j'en doute, soit ils partent sur du pirate. Donc là, c'est vrai que du coup, on retombe un petit peu sur le même principe. C'est qu'au niveau des mises à jour, c'est un petit peu galère quand on a une version pirate d'installer les mises à jour. Ouais. Donc voilà pour cette news sur les statistiques des systèmes d'exploitation. Je dis juste une dernière chose. Moi, j'ai Windows 8.1 et franchement, depuis que je connais depuis Windows 2000, j'ai jamais eu un système d'exploitation Microsoft qui me plaise autant. Ouais.
Voilà, il y a vraiment les deux sons de cloche. Hein. Vraiment, je suis super content de celui-là, ouais. Je le trouve super pratique. Voilà, le Windows 8, ce qui est embêtant, c'est vraiment le changement complet d'ergonomie. Ouais. Même si Microsoft s'en est un petit peu aperçu, ils sont en train de revenir en arrière. Enfin, ils ont fait pas mal de modifications pour remettre, le bureau au premier plan, parce que ce qui a vraiment beaucoup déplu, c'était l'étui d'écran d'accueil. Donc là, ils sont vraiment en train de revenir en arrière. Et là, il y a eu l'annonce de Windows 9 qui va arriver courant de l'année prochaine, et sur les captures d'écran, le retour du menu démarrer. Donc ils veulent réintégrer, mais le vrai menu démarrer, pas le bouton qui te renvoie sur l'écran d'accueil, hein. Le vrai bouton menu démarrer avec le menu à la Windows 7. Donc voilà, si tu aimais bien l'environnement, alors je pense qu'ils vont quand même... De toute façon, j'ai acheté le DVD, enfin les DVD de Windows, à la sortie de Windows 8, j'ai acheté le professionnel, parce que c'était pas cher. Au début, quand ils ont lancé, ils faisaient une super promo, donc voilà. Puis après, j'ai fait la mise à jour sur Windows 8.1, et puis les mises à jour sont à chaque fois intéressantes, et on retrouve le bouton pour fermer les pages en haut à droite, la croix blanche dans le carré rouge, la façon de réduire les pages dans la barre de tâches, voilà. On a l'impression de travailler sur 3 niveaux, en fait, le niveau du bureau, le niveau des applications, et puis le niveau inférieur de toutes les applications, quoi. Moi, c'est ça que qui me plaît, voilà. Et donc, du coup, Windows 7, à ton avis, il va durer combien de temps? Après, ça, on peut pas. Windows XP, ça fait bien 10 ans maintenant. Je me rappelle plus de la date. Je me rappelle plus de la date de sortie de Windows XP, mais je dirais bien, ouais, ça fait bien une dizaine d'années qu'il est sorti XP. C'est pas 2002. J'ai pas la date. J'ai pas la date en tête. Donc, à mon avis, Windows 7 va avoir le même avenir. Alors, va avoir le même avenir, oui, non, parce que c'est vrai que Windows XP, il a duré extrêmement longtemps, mais Microsoft s'est bien rendu compte qu'ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier, et ils ont très fortement réagi. En sortant, à partir de Windows 7, ils ont commencé à sortir les systèmes tous les 3 ans. Donc après, voilà, ça va dépendre un petit peu de l'évolution. Là, il se passe autre chose aussi par rapport au système d'exploitation. C'est qu'en début d'année, il y a eu une baisse de 10% de la vente des ordinateurs PC au bénéfice des tablettes. Donc là, il y a un gros changement, il y a un gros phénomène qui est qu'il y a de moins en moins de PC. Et donc, lorsque les tablettes vont commencer à prendre le pas, ben là, il n'y aura même plus la question. Quand tu achètes un système, bon, tu fais le choix Android, Windows ou Apple, mais tu ne te poses plus de la question de savoir si c'est du 7, du 8, du 9. Tu achètes une tablette Windows, point barre. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir aussi un changement de mentalité, une évolution qui fait que l'on ne peut plus trop forcément comparer les deux périodes entre XP et Windows 7. Donc, très bien, donc 2001 XP. 2001, d'accord. Octobre 2001. D'accord, donc oui, 13 ans, hein, donc il a bien vécu. Allez, on passe à la news suivante. À toi, Hervé. Yes. Et bien voilà, moi j'ai pour montrer, enfin pas pour montrer, c'est pas vraiment le terme, mais pour m'intéresser à quelque chose qui d'habitude ne m'intéresse pas particulièrement, c'est-à-dire les jeux vidéo. J'ai trouvé un quad neuf intéressant sur les jeux vidéo en général. Tout à l'heure, François va nous parler de League of Legends, qui est le jeu le plus joué dans le monde. Donc, et à mon avis, il va nous en parler effectivement dans le test jeux vidéo. De test jeux vidéo. Et justement, ce que je vais vous dire va s'inscrire. Voilà. J'ai trouvé un angle d'attaque pour les jeux vidéo qui est très récent. C'est est-ce que les jeux vidéo pourraient être reconnus comme un sport à part entière, ou un e-sport, et puis éventuellement une matière scolaire aussi. Voilà. Je crois que c'est déjà fait en Corée, je crois. Voilà, justement, on va en parler. Alors il y a déjà des gens qui se sont demandé si on pouvait pas considérer les jeux vidéo comme un art. C'est vrai qu'on avait le 7e art avec le cinéma, il y a la bande dessinée, peut-être le 8e, bon voilà, il faudrait dire le 9e, le 10e ou le 11e art pour les jeux vidéo. Certains considèrent que
les jeux vidéo maintenant atteignent des niveaux de sophistication aussi bons que le film. Ah, complètement. Hein. Maintenant, les productions, même au niveau des budgets, les derniers Call of Duty, les derniers vraiment blockbusters de jeux vidéo, on arrive à des budgets très proches du cinéma, des blockbusters de cinéma. Hein. Ah oui, tout à fait. Je suis sûr que l'argent engrangé par les jeux vidéo dans le monde doit être certainement supérieur à Hollywood, Bollywood et je crois que ils sont pour le dernier. Je reviens à Call of Duty. Je crois que le dernier Call of Duty a dépassé en chiffre d'affaires, commence à vraiment à s'approcher des meilleurs blockbusters du cinéma. Hein. Carrément. Et donc oui, maintenant donc après que certaines personnes se soient demandé si les jeux vidéo étaient un art, d'autres s'interrogent sur la possibilité de le considérer comme un sport à part entière. En effet, pourquoi faire en France, on pense déjà que les échecs sont un sport dans certains milieux, capacité de concentration, endurance, acuité des sens, toutes les qualités requises pour être un champion du jeu vidéo. Et ça ne semble pas éloigné des capacités, des demandes qui sont nécessaires pour un grand sportif. Donc voilà, il y a certains joueurs professionnels qui demandent la création d'une compétition de jeux vidéo, Jeux Olympiques. Les jeux vidéo comptent désormais leurs professionnels, exactement comme les footballeurs ou les basketteurs. Et puis, il y a aussi donc parmi les joueurs professionnels, il y a carrément des vedettes, des stars, qui sont les as de la manette. Voilà. En Corée du Sud, des chaînes de télévision sont entièrement dédiées aux compétitions de jeux vidéo, de jeux en réseau. Donc, tu parlais de la Corée du Sud. Il y en a aussi sur Internet, il y a des chaînes, des chaînes où tu peux voir des parties en direct. Je ne sais pas le nom, ça doit être un truc comme Game TV ou un truc comme ça. Et tu as des chaînes mais pas forcément sur les flux mainstream, hein, pas sur ta Freebox, mais sur Internet, tu peux voir des chaînes. C'est des équipes qui ont créé ça, je crois. Qui ça? Des équipes qui sont créées, qui sont connues maintenant, qui engagent des streamers, quoi, je crois. Ah oui, tout à fait, oui. Après, c'est organisé au niveau des équipes pour faire leur propre promotion. Voilà. Et puis donc, aux États-Unis aussi, les rediffusions de tournois commencent à percer sur les grandes chaînes de télévision. Donc voilà, les jeux vidéo les plus regardés comme ça, les plus utilisés pour ceux qui voudraient donc une création d'une compétition Jeux Olympiques ou des retransmissions télé de ce sport, de ce nouveau sport. Les joueurs du jeu FIFA World, le jeu de football, ouais. Mais bien sûr tous les jeux de stratégie qui sont très très bien représentés et les jeux de tir multijoueurs. Voilà. À l'université, donc là on va dire que l'université Robert Morris dans l'Illinois aux États-Unis s'est récemment dotée d'un programme de e-sport. C'est la première université à offrir des bourses relatives aux jeux vidéo qui peuvent atteindre jusqu'à 15 000 € par étudiant. L'université s'est bien aperçue du grand potentiel financier que ça pouvait être les jeux vidéo, donc en fait elle n'hésite pas comme ça à favoriser dans son université cette discipline. Les salaires des professionnels des jeux vidéo maintenant peuvent grimper jusqu'à 10 000 € par mois. Donc ça y est, on a commencé aux États-Unis l'an dernier à reconnaître les joueurs de e-sport comme des athlètes professionnels. En France et en Europe plutôt, et en France, voilà, on n'a pas ce côté ultra capitaliste, ce focus uniquement argent, voilà. Donc là, on sait plutôt, avec les Canadiens, il y a des chercheurs qui ont fait des études sur les jeux vidéo et leurs utilisateurs, et pour voir si en effet c'était pertinent de l'intégrer soit à des disciplines sportives, soit à un cursus scolaire ou universitaire. Et en fait, ils ont fait des tests et ils se sont aperçus qu'une zone du cerveau qui s'appelle, attention c'est du latin, le striatum ventral, est plus développée chez les enfants et les adolescents adeptes des jeux de console.
Ça, j'en avais entendu parler, ça, Voilà. effectivement, le développement même des réflexes, hein, le fait Ouais, que le exactement. fait de jouer aux jeux vidéo pouvait développer des réflexes et avait un côté bénéfique. Donc en fait, cette étude parue en novembre 2011 dans une revue scientifique indique que les joueurs de jeux vidéo deviennent plus rapides à la prise de décision. Et ça, bon, je mets un bémol là parce qu'ils disent aussi plus sensibles à la récompense. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Ouais, ça veut dire quoi? ouais, j'ai pas trop bien Bizarre. compris. Ça fait un Ça veut peu dire quoi? élevage. Ça veut dire que si on leur donne une carotte comme un Mais âne, c'est ça, quoi, c'est ça. c'est nul. Ça fait un petit peu Ouais. le nonos à son chien. Voilà, c'est ça, j'aime bien. Donc, j'aime bien le plus rapide à la décision, c'est bien de prendre une décision rapidement, surtout si elle est censée. Ouais, Ça c'est bien, Ouais. mais par contre la sensibilité à la récompense, ça veut dire, voilà, c'est un peu, ça fait un peu de dressage. Bon bref, mais enfin bon voilà, et puis donc finalement ils se demandent à la fin des recherches que j'ai pu faire si tout cela pourrait être un motif suffisant pour faire entrer le jeu vidéo dans des futures épreuves du baccalauréat. Voilà. Super. Là, On va avoir son bac facilement. oui, les lycéens qui nous écoutent là, ils font un grand sourire. Ouais, le jeu vidéo, Voilà, j'avais épreuve envie. du bac. J'avais envie pendant les vacances de faire plaisir aux jeunes joueurs. Ouais, Et à ça peut François, être, en partie. C'est réussi. ça peut être bien sympa. Ok. Alors, donc moi, je voulais vous parler, donc faire un petit point vite fait fibre optique pour les habitants, enfin pour les auditeurs qui habitent Tussignol. Bonne nouvelle, la fibre optique est en train d'arriver. Le répartiteur qui est juste derrière la mairie a été activé courant juillet. Et donc, c'est Théo qui m'a donné l'information. Théo qui habite rue de la Guédonnerie, juste à côté de l'église. Donc, lui, normalement, il doit être raccordé demain, le 8 août. Donc voilà, donc début août, là, ils sont en train de raccorder. Alors, c'est pas un raccordement fibre, hein, c'est-à-dire que la fibre n'arrivera pas jusqu'à chez Théo, jusqu'au Tussignolais. Donc, en fait, la fibre optique arrive jusqu'au sous-répartiteur derrière la mairie. Et ce qui se passe, c'est que les câbles téléphoniques, donc les paires de cuivre, les câbles téléphoniques, au lieu de partir à la Saussée, vont désormais être raccordés au répartiteur de Tussignol. Et comme la vitesse ADSL dépend de la distance qui nous sépare du répartiteur, fatalement, par exemple pour Théo, il devait être à peu près à 3-4 km de la Saussée. Maintenant, avec ce nouveau câblage qu'il va avoir la fin de semaine, il va se trouver à peine à 300 mètres du répartiteur. Donc là, il doit avoir un débit qui doit être aux alentours de 6 mégas. Là, il va avoir un débit aux alentours de 20 mégas. Donc voilà, même si c'est pas la fibre optique et les 100 mégas promis par la fibre optique, 20 mégas déjà, ça reste assez sympathique. Toi, sur Paris, tu es en fibre? Enfin, tu as quoi, RB? Oui, Ouais, t'es en fibre. Ouais, c'est bien. Par contre, j'ai jamais vraiment fait de vérification de mon débit. de test de débit. Ouais. C'est ça, ouais, ce que tu indiques là, j'ai pas vraiment fait avant, après, voilà, je sais pas exactement. Par contre, ce que je sais, c'est que quand je upload, par exemple, un fichier sur Google Drive, ouais. Eh bien, je sais pas, moi, je vais dire, je vois pas un album photo de 320 MO. Ouais. Que je dépose sur Google Drive, les 320 MO, ils y sont en moins d'une minute. Voilà, ça c'est un avantage de la fibre optique par rapport à la DSL. C'est vrai qu'en ADSL, on a un flux asymétrique. Donc le flux descendant, c'est-à-dire en téléchargement, est toujours plus puissant que le flux montant. Donc c'est vrai que nous, au niveau de la DSL, malheureusement, on aura toujours ce décalage du flux montant et descendant. Alors que la fibre, toi, c'est la même chose. C'est le même débit dans les deux sens. Exactement, c'est agréable. C'est agréable parce que c'est vrai que quand on veut partager avec ses proches certaines vidéos ou certaines photos, et ben voilà, c'est bien de pouvoir carrément la fibre, c'est bon, mais ouais, pour l'instant, nous, ça arrive difficilement, donc là, on va pas être trop exigeant. Déjà 20 mégas, si ça peut être fait assez rapidement, on va se contenter de 20 mégas, et après, une fois qu'on sera habitué aux 20 mégas, on ira. 20 mégas, ce serait du combien de MO par seconde?
Oula, là tu me poses une colle parce que à chaque fois 20 mégas, c'est bien. Non, là tu me poses une colle. Faudrait que je calcule. Dans l'épisode 3, je vous dirai à Paris combien j'ai de débit. Ok. Tu me conseilleras une débit pour aller voir sur mon ordinateur et je te dirai comme ça, là, je te dirai la différence qu'il y a entre 20 mégas et moi ce que j'ai dans mon appart. Ok, ça marche. Le rendez-vous est pris. Ouais. Alors, avant d'attaquer la rubrique jeux vidéo, j'ai invité quelqu'un. Oui, tout le monde me regarde avec un air super surpris, mais qu'est-ce que c'est? On est dans une pièce, oui, c'est fermé, alors donc c'est même ensemble. C'est vrai que déjà on est un petit peu serré, on est main sur... Non, il prend pas beaucoup de place, donc il souhaiterait s'exprimer, donc allez-y, je lui laisse la parole. Oh là là, le maître du jeu, je n'imaginais pas une voix comme ça. Ah oui, donc c'est impressionnant là. Il me fait encore plus peur que quand on regarde la tête sur le site de cette chaîne. Donc voilà, je l'avais promis pour certains petits indices supplémentaires parce que voilà, j'ai lancé ce petit jeu, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Donc voilà, donc un indice supplémentaire, donc je vous laisserai le réécouter sur le podcast, vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Donc pour certains, je crois que vous avez trouvé l'accès aux chiffres, les fameux chiffres. Ouais. Et maintenant, à quoi correspondent ces chiffres? Non, mais c'est donc voilà, il va falloir... Golf, Papa Sierra. Voilà, donc un nouvel et donc c'est sur le site, sur l'accueil du site ZGen. Voilà, c'est donc Génération Connectée qu'on trouve sur internet. Tout à fait, www.zgen.fr, effectivement. Donc c'est une série de petits jeux. Donc là j'ai déjà préparé le deuxième. Le deuxième a l'air d'être, le deuxième est pas mal aussi. Le deuxième, je pense que donc c'est un petit jeu, enfin une série de petits jeux que je vous propose tout le long de l'année jusqu'au Technocom en fait. Donc l'idée c'est de tenir jusqu'au Technocom avec des petits jeux comme ça. Donc c'est exprès, hein, si c'est dur, hein, parce que j'ai eu beaucoup de retours. Pourtant la réponse est facile. La réponse c'est juste un mot ou c'est un mot. C'est un mot. La réponse c'est un mot et donc sur le site www.zgen.fr, en bas à gauche du maître du jeu, vous avez la zone pour taper votre réponse. Et donc lorsque vous validez, vous avez tout de suite le résultat. Il vous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si c'est pas bon, il faut continuer. Donc pour poser des questions, il y a des petits indices éparpillés au niveau du maître du jeu. Il répond aux blagues. Vous pouvez lui demander de vous dire une blague. Il va vous dire une blague. Il est aussi philosophe. Vous pouvez lui demander de vous donner des citations. Il va vous donner des citations. Ah bah c'est bon à savoir parce que moi je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de vocabulaire justement. donc il a de très bonnes blagues. Il faut avouer. Ouais, ça fait rire. Hein. On n'est pas loin de la blague carambar, mais bon. D'accord. Bon, bah, écoute, donc voilà, c'était. C'est parti, on y retourne. Le petit invité mystère. Ça y est, c'est bon. Allez, on va passer à la rubrique jeux vidéo. Cool. Et donc, c'est François qui s'y colle sur la rubrique jeux vidéo. Tu veux nous parler de quoi? Je vais vous parler de League of Legends. Alors, on parle un tout petit peu plus fort. Hop, plus fort. C'est mieux là? Nickel. Je vais vous parler de League of Legends. Donc, c'est l'un des jeux les plus joués au monde. Je pense le plus joué au monde. Il a été développé par Riot Games. Donc, je vais vous parler vite fait de Riot Games. Riot Games, c'est comment dire? C'est un éditeur qui a fait un seul jeu au final, c'est League of Legends. Voilà, il n'y a que League of Legends en fait. Ils ont fait que ça. Mais bon, je bien marché au final. Il a été fondé en 2006 par Brandon Beck, connu sous le pseudo de Ryze. Donc Ryze, ils ont repris ce pseudo pour un champion d'ailleurs dans League of Legends. D'accord, il y a eu un petit hommage. Mark Merrill avec Tryndamere, qui est aussi un champion de League of Legends. En 2009, Riot Games l'a lancé en gros. Il a été fondé en 2006 et lancé en 2009. Donc là, actuellement, on en est à la saison 4 de League of Legends.
C'est marrant parce que moi j'avais l'impression que c'était plus récent que ça. Ça fait déjà, Ça fait déjà 4 ans. Ouais, j'avais l'impression que moi j'en entends parler depuis. Ça fait déjà depuis 2 ans que vous me tannez pour le mettre au Technocom. Mais bon, je crois que tu t'y es collé pour l'intégrer au Technocom. Donc, il y a 2 ans, j'ai joué pas. Ouais. Donc, Jérémy. Donc, je rappelle le Technocom, hein, c'est un salon de jeux vidéo qui est organisé une fois par an à Tussignol. C'est gratuit. Donc pour tous les auditeurs qui se trouvent sur le secteur de Tussignol, ça vaut vraiment le coup, hein, parce que c'est gratuit pour tous les âges. Hein. Voilà, c'est gratuit, c'est pour tous les âges. Donc vous aurez les horaires, je mettrai les horaires sur le site ZenGen. Donc c'est bien sympathique, hein, on fait du jeu en réseau, console et tout. Et là donc là on essaye de voir. François, je crois que tu es dans le projet ZenGen pour intégrer League of Legends. Dans le Technocom. Et voilà, il y a toutes les règles, toute l'organisation à voir. Je connais une petite fille qui a 1 an et qui vit dans le coin. Est-ce qu'il y aura des jeux avec les Barbapapa? Alors, dans le Technocom, il y a une zone pour les tout petits. Ah, c'est vrai? Ouais. On a prévu, oui, il y a une zone donc un petit peu à l'écart, dans un environnement avec des petits coussins, des petites barrières pour éviter que les gosses viennent les embêter. Et on met des ordinateurs à hauteur d'enfant et on met des petits. Alors il n'y a pas Barbapapa. Il y a du Dora, du Oui, des lapins malins et tout ça. Mais oui, non, c'est vraiment comme dit François, c'est tous les âges, mais c'est vraiment tous les âges, quoi. Ça, du tout petit jusqu'au plus grand. Okay. Donc League of Legends. Oui. C'est à la saison 2 justement que ça a dû commencer à être bien connu, on a dit. D'accord, donc c'est ça. Je vois que il y a la saison 2 du championnat du monde de League of Legends. Ouais. Il y a eu un prix avec $1 million à gagner quand même. Ah ouais, quand même. Tu vois, je disais, les joueurs professionnels, voilà, ça rejoint. $1 million là. Généralement, ouais, c'est en Amérique que ça se passe. Je crois que c'est à Los Angeles, Las Vegas, je sais plus. Et tu sais qui a gagné? C'est l'américain, c'est. Non. Mais ouais, là c'est. Donc ouais, League of Legends c'est un jeu inspiré de Dota, de Warcraft 3. Et donc le type, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Jeu de rôle et stratégie. Voilà. Donc moi j'ai vu passer le sigle MOBA. Donc Multiplayer Online Battle Arena. Ah, j'ai mieux parlé que la dernière fois. La dernière fois mon anglais était pourri, bon il est toujours aussi pourri, mais là ça va être ça. Ok. Et moi, je suis nul en jeux vidéo, mais j'avais quand même entendu beaucoup parler de World of Warcraft, et je pensais que c'était celui-là qui était le plus populaire. C'est assez connu aussi, ouais. Mais moins que League of Legends. Bah, voilà, Warcraft, c'était. Il est déjà fait avant, je crois. Voilà, c'était bien avant, et on va dire sur le principe, c'est que World of Warcraft a eu beaucoup de succès, mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont un petit peu lassés en fait. Et là, League of Legends, en plus, qui reprend un petit peu l'univers, hein, on est assez proche de l'univers, c'est de l'Heroic Fantasy, donc voilà. Un peu le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça reprend cet univers-là. Avec des points de force, des points d'énergie, des points d'intelligence, devenir un mage, devenir tout ça. Voilà, et donc si on faisait un graphique, en fait, tu aurais la courbe World of Warcraft du nombre de joueurs qui descendrait et de façon proportionnelle League of Legends qui irait dans l'autre sens, en fait. Donc c'est vraiment, on va dire, les modes, les phénomènes de mode. Donc là, on est plutôt dans une orientation League of Legends. Alors, pourquoi il est bien ce jeu? Pourquoi? Ça, c'est une question. Pourquoi moi, je dois jouer à Zelda, par exemple? Donc, le principe, c'est quoi le principe du jeu? Qu'on comprenne. Le principe, c'est de. En gros, c'est une quête? Non, c'est pas une quête, c'est t'as 2 équipes qui se battent dans une arène et ils doivent chacun attaquer ce qu'on appelle le Nexus. Donc, c'est le bâtiment. Donc, c'est un objectif, c'est ça. Dès le départ, t'as l'objectif, c'est d'aller dans la base adverse. D'aller détruire le Nexus pour gagner la partie, en fait. Et donc, c'est deux équipes en 5 contre 5 qui vont se battre pour aller justement chercher le Nexus. Et puis, ça se passe en 3 parties, je crois. Il y a ce qu'on appelle le early game. C'est au début, en fait, c'est pour commencer à ce stuff, en gros, avoir des items.
Voilà, donc oui, il y a quelques petits vocabulaires. Oui, Alors, item, ça me dit quelque chose, c'est des accessoires peut-être? C'est des accessoires. c'est ça, le stuff, Le c'est l'inventaire en fait. Ah ouais, C'est ce qu'on pourrait appeler inventaire avec un terme bien français. Et Le donc, stuff, c'est très bien. Inventaire d'accessoires. Voilà, c'est ça. L'early game, quoi, la première partie du jeu, c'est ce qui va permettre de gagner de l'or en détruisant des petits sbires qui. Bien des- Je sais pas si tu vois ce que c'est des sbires. Ah oui, les sbires, c'est Ah bien. ouais, C'est- les c'est sbires. des- ce sont des gens qui sont aux ordres de gens puissants et qui sont. Voilà, ça, on fait ça. Et Bonne donc, description. c'est ce que tu vas devoir détruire pour Ça va. justement te faire de l'or et puis après avoir des items pour Donc après, oui, il y a être meilleur dans la une partie. partie gestion en fait. Tu récupères, tu récoltes de l'argent et avec l'argent, tu achètes des items qui te rendent Ah oui, plus d'accord. fort Donc, et c'est bien. il y a une partie gestion. Quand tu as commencé à nous décrire les deux équipes qui s'affrontaient, j'avais l'impression que c'était un peu du paintball Non. virtuel, mais là, ça c'est C'est vraiment pas protéger et puis se farmer, un autre vocabulaire, Ouais. farmer, détruire les sbires. Ouais, ok. Entre deux, t'as les tourelles et tout aussi. Ouais, il y a les tourelles aussi entre deux. Donc Ouais, oui, je la voix connais que vous avez entendue, c'est un petit invité qui est là, c'est Emmanuel, le frère de... C'est le maître du jeu. Voilà, le maître du jeu qui est de retour. Donc oui, on a un spectateur, un podcasteur, donc Qui est venu en touriste. voilà, il est venu en touriste, prendre un petit peu la température et il fait chaud. Il fait chaud dans le bureau, il va falloir que je mette une clim. Alors vas-y. Donc les tours, oui, il y a des tours. Donc lui, il a des tours, il y en a combien, si je compte, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, au niveau de la map, donc tu as une map, tu m'as expliqué qu'il y avait 3 chemins, c'est ça? Map, carte. Voilà, une carte avec 2 joueurs de chaque côté. 9 tourelles, je crois, des trucs là, je sais plus. J'ai pas en tête comme ça. Pourtant, j'arrête pas d'y jouer. Et donc sur les différents chemins, il y a des obstacles, ces fameuses tours, et donc Voilà. c'est des tours à détruire. C'est des tours à détruire qui ont de plus en plus de vie parce qu'au final, les champions font plus de dégâts, donc forcément, c'est plus utile d'avoir une tour avec plus de vie. Donc oui, il y a cette particularité de champion. Donc décris-nous Ouais. un petit peu cette histoire de champion. C'est Les champions, c'est ce que tu. Déjà, faut les déverrouiller. d'accord, c'est des joueurs en fait, des personnages C'est que des tu... personnages que tu vas contrôler. Tu peux changer chaque partie. Hein, t'as pas ton personnage à toi. Tu peux les changer à chaque partie. Et tu vas les déverrouiller comment à chaque partie, tu vas gagner la monnaie du jeu, c'est les points d'influence, les pays. Il y a 2 monnaies dans le jeu. Il y a une monnaie pour acheter des skins ou les champions si t'as pas assez de monnaie du jeu que t'as gratuitement. C'est les RP, les points que tu peux acheter avec l'argent réel, justement. C'est voilà, le seul c'est- truc que tu peux c'est acheter. c'est le modèle économique, parce que le jeu est gratuit, c'est vrai, on l'a pas précisé, le jeu est gratuit. Le jeu est gratuit, mais ouais. à l'intérieur, tu peux Ah acheter des trucs avec de l'argent réel. Genre les Forcément. RP, il y a aussi quelques packs à acheter de champions et tout. Et c'est ça, moi, que j'apprécie pas. Alors, je sais pas si sur ce jeu-là, c'est déséquilibré, mais c'est vrai que sur des jeux comme ça, où tu achètes des objets avec de l'argent réel, il y a souvent un côté déséquilibre où la Et personne non, qui dans claque, League of Legends, justement, Ouais, il y a c'est pas bien de- équilibré. Il n'y a pas de côté de déséquilibrage quand tu achètes en argent réel. C'est genre. C'est beaucoup des skins qu'ils achètent les gens. D'accord. Ça change rien au gameplay. Ouais, parce qu'après, quand le gars il claque son salaire et il achète plein Ouais. d'armes, tu tombes en face de lui, il te C'est lamine. ça qui est bien, Ouais, c'est mais bon, qu'il n'y a pas de déséquilibre. Ça joue D'accord, vraiment au donc ils ont skill. bien équilibré le truc, quoi. Le seul truc qui peut peut-être déséquilibrer au début, c'est les runes. Mais ça, ils ont fait un système de matchmaking adapté, en gros, qui va faire que. Alors, le matchmaking. Le matchmaking, Ah, c'est. je t'avais dit que je te trouverais un son, alors j'ai le cri William. Voilà, dès que je comprends pas. Donc Qu'est-ce voilà, que j'ai. c'est que ça? Ah, c'est le cri William, il est très connu. Tu connais pas le cri William? Non, c'est pas. Non, rien à voir avec Christian William. Donc vous chercherez sur internet, c'est très intéressant. C'est pour ceux qui aiment bien le cinéma. Le cri William, c'est un cri qu'on entend Le souvent. matchmaking, ce sera une répartition des levels en fait. Sur les serveurs, genre, il y aura Les levels, c'est des niveaux. niveau. Toi, à chaque fois, Là, j'ai pas mis le cri William parce que level. Ouais, voilà, j'en ai dit. Ah, ok. On lui fait pas de son fil. Matchmaking et level.
Voilà. Donc, genre, les petits levels vont se retrouver à les petits levels. Donc, le maximum, c'est niveau 30. Et donc, au niveau de 30, il y a un autre système de niveaux, c'est ce qu'on appelle les ranked, donc le rang. Ouais. Il y a le niveau de bronze 5 à bronze 1. Donc, le bronze 5, c'est le pire niveau qu'il peut y avoir. Donc ça, en fait, c'est lorsqu'il y a une partie qui est créée, donc il y a Voilà, tous les c'est- joueurs qui se présentent, et en fait, Après, c'est un l'ordinateur... autre jeu qui va faire que ce sera des parties classées, en fait. C'est ce qui va D'accord. classer. Donc ça, c'est l'ordinateur qui sélectionne les joueurs qui sont en attente Voilà. et qui essaye d'équilibrer un petit peu, donc par rapport à leur niveau, Voilà, par rapport à leur... professionnels ne pourront pas se retrouver avec des joueurs D'accord. de niveau de bronze, quoi. Ouais. Donc il y a bronze 5 à bronze 1, ensuite c'est silver, argent, de silver 5 à silver 1, ensuite ce sera gold, de gold 5 à gold 1, ensuite il y a platine, pareil, diamant 5, bah là c'est la graine des meilleurs, et ensuite généralement il y a beaucoup de professionnels, c'est le niveau de challenger, et là il n'y a pas de niveau challenger 5 à 1, et ce sera challenger, et challenger c'est le plus gros niveau, et là c'est les joueurs imbattables. Il n'y a Donc- pas plus haut niveau que ça. Combien de joueurs par partie, en règle générale? C'est du 5 contre 5. D'accord. Donc ensuite, dans une partie, bah, il y a des répartitions spécifiques, des rôles. Genre, il y a la top lane, ce sera le haut de la map, la voie du haut. Il y a le mid, qui est le milieu de la map, et la bot lane, qui sera tout en bas de la map. Et donc, généralement, au top, par exemple, il y a souvent des tanks qui vont servir... C'est quoi, tank? tank, c'est vrai. Un tank, c'est un champion qui est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts, quoi. Qui a beaucoup de vie, beaucoup d'armure et beaucoup de résistance magique. Enfin, Ouais. c'est ça. C'est le gars qui est là juste pour encaisser les coups. Voilà. D'accord. Et donc, c'est celui qui a commencé à foncer dans le tas pour engager un teamfight. Donc un teamfight, c'est... un teamfight, c'est où les 5 personnes vont se retrouver, Une équipe les qui 5 se bat. personnes. C'est une équipe qui se bat. Généralement, les teamfights, ça se passe au mid. Et donc ça, c'est généralement en troisième partie. Il y a la première partie, le early game que je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, on arrive là vraiment sur des notions de stratégie, en fait. C'est-à-dire Voilà. vraiment... Ensuite, il y a la deuxième partie. Là, ça va commencer à décaler au mid, en fait, pour faire les teamfights. Et ça va retourner après sur les lanes pour recommencer à farmer. Et donc, Farmer. farmer, c'est pour détruire les sbires pour gagner de la... Ouais, C'est un d'accord. Ouais, bon, d'accord. Moi, je Ah, vais continuer, je vais continuer avec ma série Game of Thrones. C'est assez compliqué. c'est sur la télé. C'est assez technique, en fait, League of Legends, Ouais, au ouais, niveau des vocabulaires. Bah, de toute façon, si le jeu a autant de succès, c'est qu'il doit y avoir énormément de combinaisons, ça doit plaire à tous. Ouais, et c'est vrai que dans les joueurs, il y a des joueurs qui sont plutôt bourrins, des joueurs qui sont plutôt fourbes, et donc là, ça reprend tous les types de jeux. C'est pour ça que je parlais de Game of Thrones, parce que Ah oui. ceux qui connaissent la série, j'ai pas compris exactement tout ce que François a expliqué, parce que c'est quand même très orienté, personnes qui ont l'habitude de faire des jeux en réseau et tout ça. Ouais. Mais par contre, le vocabulaire, l'heroic fantasy et tout ça, la série Game of Thrones, il y a exactement ce que tu disais, quoi, les côtés, les hommes forts, les hommes fourbes, les courageux, les vertueux, ceux qui veulent de l'argent, et puis beaucoup de batailles, beaucoup de psychologie aussi, voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, La série. les parties, elles durent à peu près combien de temps? Ça dépend des maps, parce qu'il y a plusieurs modes. Ouais. Donc en moyenne, Sur le mode principal, j'ai envie de dire le 5 contre 5 ouais. sur la map qui s'appelle la faille de l'invocateur, ce sera du 30 à 45 minutes. D'accord. Si ça dure longtemps, sinon on peut se rendre à partir de 20 minutes si on a trop fait de la merde, j'ai envie de dire. Et voilà. Et donc, juste un côté technique, quand tu rentres dans une partie, et s'il y a des joueurs, par exemple, qui quittent la On ne partie, peut pas quitter, sinon Voilà, t'as une tu pénalité, peux c'est ça être report. c'est-à-dire, report. Attends, il est là. Reporté au jeu, en gros, il y a une petite fonction de report qui Ouais. fait que
Ah oui, d'accord. Tu peux- Report dans le sens Reporter, quoi. avertir, Avertir, voilà. d'accord, d'accord. Il y a un Ouais. système d'avertissement d'ailleurs aussi. Il y a genre quitter, s'absenter. Le joueur il a quitté, donc c'est ce qui peut faire foirer une game. Bah ouais, c'est ça, parce que du coup, quand tu attaques une partie, c'est pour ça que je te demandais la durée, parce qu'il faut être sûr de pouvoir finir la partie. Parce que Oui, généralement, si le mec ouais. la crash en début de partie, c'est du 5 contre Si 4. t'as fait de pizza, 5 contre 4. ouais, mais pour les autres, cinq c'est les personnes, boules, ils quoi. ont gagné, du coup, tant pis pour eux, quoi. Et au niveau du début d'une partie, l'ordinateur qui équilibre, c'est assez rapide ou en règle générale, il trouve une partie rapidement ou... Ça trouve rapidement une partie. Ouais, quoi. il arrive à équilibrer 30 bien. secondes, et puis, Ah ouais, quand même. Ouais, mais bon, s'il y a beaucoup de une joueurs. sélection de champions, là, on va sélectionner les champions. Généralement, ça s'insulte pour aller sur une lane, et puis voilà. Ouais, À ce moment-là, et là, il n'y aura rien. parce que tu as un petit peu de temps pour mettre en place ta stratégie, Ouais. parce que tu connais pas Ouais, les c'est autres joueurs, quoi. Donc, Il y a- il faut te mettre d'accord en disant, ben, toi, t'es Ouais, assassin, et- tu vas à tel endroit. D'accord. En gros, on se dit dans un chat qui veut aller où, et puis on est à peu près. Et ça va, c'est Deux plutôt fair play, parce que sur les jeux comme ça, quand tu chattes, tu En tombes sur général, tout, oui, quoi. c'est fair Ouais, play, c'est mais fair play. parfois il y a pas mal de trolls, j'ai envie de dire. Parce que moi, je joue un petit peu, enfin, je jouais à Call of Duty. Ah, Qu'est-ce qu'un on troll? m'a demandé les trolls. Non, un troll, c'est un débile D'accord. Ah, qui a envie de faire foirer. voilà, le troll, on le voit souvent sur les forums, en fait, c'est lorsque quelqu'un lance un sujet de conversation, sachant très bien que le sujet que c'est sujet à polémique, que ça va foutre le bazar. Voilà, c'est Donc ça. ça, le gars qui lance Ça, ce c'est mauvais quelque sujet, chose c'est un de- troll. Là-dessus, ça a Ouais. une communauté très bonne, quoi. Mais Ouais, c'est parce que vraiment t'as- ça le souci de League of Legends, c'est tout. Certains jeux comme Call of Duty 3 sur PS3, voilà, quand tu commences à avoir le chat audio, tu tombes quasiment tout le temps avec des gamins qui passent Ouais. ton temps Voilà, à c'est ça. t'insulter, quoi. Donc voilà, ça pourrit complètement un jeu, Ouais, quoi. y a- C'est horrible. Donc là, voilà, si la communauté League of Legends est déjà un petit peu plus cool, bon, ça motive un petit peu plus. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur League of Legends? Sur League of Legends. Ah, il y en a Il y a plusieurs- plein. il y a tellement de trucs à dire aussi. Il y a plusieurs catégories. Il y a les assassins. Là, tu vas pouvoir tapoter ton truc. Oh là, Assassin, mais- carry, support, combattant, mage, tank et jungler. Jungler. Un assassin, c'est quelqu'un qui va tuer les autres champions assez rapidement, mais qui va être fragile, donc forcément les gens vont plutôt s'attarder à tuer lui en premier dans un teamfight. C'est ce qui va faire la balance en fait. Mais quand on a préparé l'émission, en fait, moi j'ai fait la confusion parce que tu m'as parlé donc de ça et moi je pensais que c'était les personnages en fait. Ouais. Mais en C'est fait, leur- non, c'est une en fait, catégorie. C'est une catégorie qu'ils ont les champions, quoi. Et donc quand tu choisis ton personnage, dans la Des description, champions qui sont plus, Voilà. qui vont plus être faits pour le tank, pour être assassin, pour être support. donc c'est en fonction de ta façon de jouer en fait, tu vas prendre ton personnage, tu sais que tu es un gars plutôt qui aime bien être en retrait et envoyer des sorts en fourbe, quoi, les Voilà, c'est fourbes. ça. Ben là tu vas prendre mage. C'est ça, il y a une catégorie mage. Mage. Ouais, mage. C'est ça, ouais, c'est les champions qui vont vraiment faire des dégâts avec leurs sorts. Mais ils sont pas forts, quoi. Il faut pas qu'ils se mettent en première ligne, sinon ils se font. Si, ils sont plutôt. Ils C'est encaissent vraiment bien. ceux qui vont balancer leurs sorts et qui vont faire plein de dégâts, puis après ils vont Ils vont se barrer. Des grosses- soit se barrer, des grosses soit se paupiètes. faire tuer. Ou alors un Ne autre me truc. traite jamais de Ça dit Après, quelque ça chose. peut être, tu balances le sort et après tu as un temps de réapparition du sort. Et généralement, ouais, c'est du Ouais, c'est environ recharge en 5 fait. secondes. Et puis, bon, Ouais. ils attendent 5 secondes, ils reviennent. Et puis voilà. Un teamfight, généralement, ça dure à peu près 30 secondes. D'accord. Et puis, donc voilà, c'est les mages c'est ceux qui vont faire des dégâts magiques. Ah oui. Et donc, parce qu'il y a plusieurs Oui, parce que types de dégâts ouais, en fait. deux types de dégâts. Là. C'est la magie noire, quoi. Ils font de la magie noire et de la... Il y a des dégâts magiques et des dégâts physiques. Et donc, qui dit dégâts magiques, dégâts physiques, dit armure et résistance magique Ouais. pour les tanks. Et donc là, c'est là où après, tu as toute une combinaison d'items Voilà. pour. Donc, tu auras des Des items qui armures, vont des- faire de l'armure Paratonnerre. avec de la vie
en même temps, parce que sinon ce sera un peu nul. Et donc, pareil pour la résistance magique. Ok, Voilà. bon, Ensuite, bah, je pense Jungler, que. tu voulais Ouais. savoir. Alors, Jungler, ouais, c'est- Jungler, c'est quoi ça? C'est quel type de jeu? C'est celui qui il est dans aucune des 3 voies. C'est celui qui va être dans le reste de la map en fait dans la jungle. La jungle, c'est le brouillard de guerre. D'accord, donc la zone que Le l'on brouillard de découvre. guerre où Ouais. le jungler en fait il sera pas vu Ça fait longtemps des que autres ça- lanes. Et donc celui qui va se faire les monstres dans la jungle en fait. Et qui va venir aider Non, les rien, lanes. rien de sexuel, je vois Hervé commencer à rigoler. Parce que c'est vrai que d'après, il va se faire les monstres dans la jungle. Il va tuer les monstres. Non, c'est un petit peu plus. Je pensais plus Il va à farmer dans la Ah, moi, jungle. j'ai pensé tout de suite. Quand j'ai vu ton sourire. Non, je pensais un petit peu au gros dur de Expandables, Stallone et tout ça. Wesley Flair. Wesley Flair. Alors, on le prend dans un coin et hop. Il va faire quoi? C'est celui qui va être, qui va venir aider les lanes pour faire justement la balance. Genre, justement, il peut aider le mid, le top ou le bot. Du coup, ce sera, s'il aide le top, ce sera du 2 contre 1 au final. Et c'est ce qui peut faire gagner une team. Et puis, Et ça, toutes ces stratégies, tu les as découvertes au fur et à mesure ou tu Ah, allais moi, c'est des gens qui m'ont potasser? aidé, hein, Ouais, c'est ça, hein, franchement, c'est un League of Legends, échange. t'arrives sur le jeu, tu comprends rien. Bah, Faut carrément, vraiment que hein. tu connaisses des gens dès que t'arrives dessus. Quoi. Donc, ouais, c'est avec le Ou chat, les alors- personnes Ou t'expliquent. alors tu regardes des vidéos, des gameplays et tout, et là ça aide Ouais, beaucoup aussi. ouais. Ouais, parce que là, ça devient super complexe, quoi. Parce que quand tu vois le Ouais. nombre de rôles possibles, Ah ouais, c'est bah voilà, c'est un truc, tu prends le mauvais rôle, tu pars en bourrin, bah, tu te fais tataner, tu comprends pas, et après on t'explique, ben non, toi t'es plus un rôle pour rester en arrière-plan, et voilà. ah ouais, non, ça doit être assez compliqué à prendre en main. Mais après, ouais, ça doit être assez sympa de pouvoir jouer avec toutes ces subtilités une fois que tu maîtrises le jeu. Donc ça peut être sympa. Donc peut-être au Technocom. Donc si vous arrivez à nous l'adapter, parce que ouais, c'est déjà juste pour l'apprentissage des règles, hein, avec le public qui ne connaît pas, on va trouver le moyen de. Les chiffres, Ouais. pour vous donner les chiffres, il y a plus de 70 millions de joueurs inscrits, de plus de 32 millions de joueurs actifs sur le jeu qui jouent. Ouais. Et en personnes de connectées, il y a environ 7 à 8 millions de personnes qui jouent en simultané. Et donc, à peu près 10 parties par seconde qui se lancent. Ah ouais, donc Pour entre 35 ouais. et 45 minutes de jeu. C'est énorme. Le jeu le plus joué au monde, quoi. Ouais, non, ouais, on en entend énormément parler. Voilà. Par contre, chacun est chez soi, parce que s'ils devaient tous se retrouver sur un terrain, ça ferait beaucoup de monde. C'est clair, c'est clair. Oh, ben, je pense qu'il doit y avoir des teams qui doivent se créer avec des rencontres en réel. Sur le jeu, Ouais, vraiment, il y a ouais, des news avec les. Il y a même des icônes de news, des icônes d'équipes professionnelles qu'on Ouais. peut supporter en fait. C'est ce D'accord. qu'on appelle la compétition qu'ils font, c'est les LCS. C'est un sport en fait. Quand les gens en Corée par exemple, c'est les pros coréens. Ah oui. Voilà, ils se battent et il y a des news à chaque fois sur. Moi perso, je suis pas tellement. Donc bientôt au baccalauréat. Voilà, donc il va falloir que tu révises maintenant, tu vas pouvoir dire à tes parents, je révise, parce que ça va bientôt arriver au bac. Enfin, c'est pas tout de suite hein, que ça va être. En Donc, gros, c'est ça. Mais à l'université, si tu vas à l'université Robert Morris dans l'Illinois, et ben voilà, c'est bon. et hop, aux États-Unis. Tu peux y aller. Voilà. Ok, ben, merci François pour ce petit dossier. Donc League of Legends, donc j'imagine qu'on tape ça sur Google et hop, on trouve tout de suite le jeu. Tout de suite. Il est pas trop lourd à télécharger. C'est quoi à peu près À peu près de temps. Ouais, le temps à peu près, c'est un gros volume. Ça dépend de ta connexion. Oui, ouais. je crois que j'ai 2 pas. gigas, je crois. Oh, c'est pas mal, 2 2 à gigas. 4 gigas, Ouais, je donc, ouais, pour une petite connexion internet, bon, on mettra ça dans les notes, hein, on rajoutera le. Donc, bon, en tout cas, voilà, c'est un jeu qui reste quand même accessible, même si on a une connexion On a à peu ADSL près par. 1 heure pour le télécharger, perso. Ah, ouais, donc ça doit bien être. Avec ouais. 1 MO par seconde.
en donnant ma collection. Ok, bon, ben, merci François pour cette rubrique jeux vidéo et on passe tout de suite à la rubrique culture, science-fiction et informatique technologie. Allez, on t'écoute, Hervé. Non, c'est. C'est. Et donc, pour cette rubrique culture, et non, c'est moi qui vais le faire. c'est On vous. intervertit. Ah oui, on trompe l'ennemi, on s'échange les C'est au rubriques. hasard, c'est parce que Hervé parle beaucoup, Que- donc je me suis dit ça va être Hervé. Ce que j'ai Non, c'est Hugo. confié à Hervé, c'est vrai que Hervé a eu l'idée de cette rubrique et je lui dis Hervé, tu as eu vraiment une très bonne idée et j'aimerais bien aussi la faire parce que c'est vrai qu'elle m'a vachement inspiré. Et donc, ben, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Donc, on va sûrement alterner comme ça, une fois l'un, une fois l'autre. Donc, ça va être sympa. Ça permettra de détendre un petit peu, détendre l'éventail. Et donc, pour cette première fois pour moi, je vais vous parler d'un film. Attends, je veux dire. Vous reconnaissez la musique. On peut parler, hein, vas-y. Ouais, j'ai le droit. Alors, Quand j'ai revu le film hier soir, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, purée, ça sonne John Williams, les films de Ah, c'est Spielberg et George Lucas. Indiana Jones, la guerre des étoiles, quoi. ouais. En fait, c'est Alan Silvestri, le D'accord. compositeur. Alan Silvestri, c'est un très très bon compositeur de musique de film depuis très longtemps. Voilà. Il est dans le néoclassique comme ça, très mouvementé, musique Ouais, classique, très très punchy. punchy, Punchy, voilà, ouais. voilà. Et c'est un très très bon, et toute la bande originale de Retour vers le futur d'Alan Silvestri est excellente. Voilà. Voilà, donc Merci effectivement, pour cette musique, ça fait plaisir, ça donne des frissons. c'est Retour vers le futur, c'est le film de la culture geek. Hein. Je pense que si, alors pour culture geek peut-être de notre génération, je sais pas si tu connaissais François, Retour vers le futur. Ouais, t'as dû le voir passer. Ouais, tu connais. Je connais le. Voilà, tu connais Ah, deux je- noms. Voilà, tu connais deux noms, alors que le vieux geek, non, les vieux geeks, on a été bercé par, 70 ans. on a été bercé par. En fait, on a Retour- voyagé dans le temps, c'est pour ça. ça, on est revenu. On est de retour du futur. Donc oui, Retour vers le futur pour les geeks, c'est vraiment le film de référence. Donc c'est un film qui est sorti en 89. Donc 89 en fait c'est le numéro 2. Parce que voilà. Allez. Bah, moi j'avais 10 ans, hein, donc bon, si je commençais à m'intéresser effectivement au film, ben, la preuve, c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué. Hein. Donc oui, 89 c'est le numéro 2. Pourquoi je parle du numéro 2? Parce que sur le numéro 2, donc Marty, qui est le héros du film, Marty McFly. Donc dans le 1, en fait, on découvre son aventure et il est pote avec le docteur Emmett Brown, qui a inventé une voiture à voyager dans le temps. Et donc dans le premier épisode, il retourne en 1955. Donc il y a toute une intrigue qui se passe. Fin du premier épisode. Je spoil pas. Hein, Donc il y a Doc qui revient et qui doit amener Marty dans son futur pour sauver ses enfants, en tout cas son fils, parce que son fils va faire une grosse bêtise dans le futur, et donc Emmett l'amène avec lui pour sauver son fils d'un destin pas très intéressant, parce qu'il va finir en prison. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que en fait il va dans le futur et il va précisément le 21 octobre 2015. Donc on n'oublie pas qu'on était en 1989. Donc il parlait de 2015. Et voilà, on n'y est pas encore, donc il y a encore quelques inventions à voir. Et donc justement dans le film, on voit des choses. Il se balade dans Hill Valley et on voit des inventions, on voit des choses qui appartiennent peut-être à notre dans le centre-ville, et puis dans le Valley, c'est le lotissement de pavillons. C'est la Il y a le ville, centre-ville aussi. Voilà. Donc, je crois que tu vas parler de deux endroits. Voilà, Hill Valley en fait c'est vraiment la zone et le pavillon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le pavillon où il habite. Donc voilà, donc moi ce qui m'a intéressé dans cette rubrique, donc où on associe les technologies avec la science-fiction, c'est que Robert Zemeckis, donc le réalisateur de Retour vers le futur, il a mis dans son film des inventions.
Et donc, je vais revenir sur les inventions qui se sont produites. Parce qu'il y a plein d'inventions comme l'overboard, par exemple, donc ils y travaillent dessus. Et pour l'instant, donc l'overboard, en fait, c'est un skateboard en lévitation. Donc, il y a pas mal de projets, même j'ai vu ça sur du Kickstarter, il y a des projets pour créer un overboard. Kickstarter. C'est des sites de financement participatif. C'est-à-dire que tu prends un projet, tu regardes un petit peu sa description, et après tu mets de l'argent, et en fonction de ton don, tu as une petite rétribution. Donc voilà, donc moi je vais plutôt venir sur les inventions qui ont été créées. Donc c'est-à-dire où vraiment Robert Zemeckis a eu une vision, a été visionnaire, parce qu'il a parlé d'inventions qui font partie désormais de notre quotidien. Donc voilà, donc la première chose, c'est quand Marty déambule dans la rue, il passe devant un cinéma, et donc là il y a un requin holographique qui sort de l'affiche, et qui vient le bouffer, quoi, carrément, littéralement. Donc forcément, complètement surpris, il se replie en deux. Et donc, il est écrit sur le fronton les dents de la mer 19. Donc on voit que c'est parce qu'à cette époque-là, il y avait pas mal de dents de la mer, et donc les numéros s'accumulaient. Donc pour la petite histoire, justement, Robert Zemeckis et Spielberg sont Au générique du film, il y a producteur exécutif Steven Spielberg et George Marshall, qui sont deux copains de George Lucas et de Robert Zemeckis. Donc c'est pour ça que quand Robert Zemeckis met les dents de la mer 19, voilà. Bon, c'est un petit clin d'œil. C'est un clin d'œil à Spielberg, son producteur et son ami. Voilà. Et il pousse le clin d'œil parce que sur le côté, dans les réalisateurs, c'est Max Spielberg qui est le prénom d'un de ses fils. Donc vraiment, c'est le fils qui reprend la suite. Et donc là, Zemeckis parle de l'hologramme et des films en 3D. Voilà. Et donc, vous n'êtes voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir. C'est de la publicité en fait. Voilà. C'est une affiche en 3D et en 3D. Voilà, 3D relief. Donc voilà, la 3D relief, déjà en 1989, Robert Zemeckis avait bien vu que c'est quelque chose qui pouvait se passer. Et puis le petit clin d'œil humoristique, ouais. C'est que McFly, Marty McFly, le héros, quand il se fait avaler par le requin, après qu'il se soit aperçu que c'était juste un hologramme, il dit « Fais toujours aussi faux le requin ». Voilà, c'est le petit clin d'œil. Parce que c'est vrai que quand on regarde les dents de la mer, on revient sur les dents de la mer, c'est vrai qu'il est un petit peu en caoutchouc. Ouais, il y a même une petite série faux raccord sur Allociné, donc qui est assez sympathique, je vous le conseille. C'est des petites séquences où il y a Michel et Michel, deux présentateurs, qui cherchent donc les faux raccords ou les cascadeurs cachés, et ils ont fait un spécial dans la mer et on voit que c'est vraiment du caoutchouc. Donc voilà, au niveau de la 3D, alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que l'idée, le concept même de l'image en 3D relief n'est pas si récent que ça. Déjà en 1895, il y a l'invention de ce qu'on appelle les filtres anaglyphes. Donc c'est la 3D relief avec les deux filtres rouge et bleu, qui permet de faire sortir d'une image, de faire devant les yeux. Voilà. Des lunettes devant les yeux. Voilà, des lunettes rouge et un œil bleu. Voilà, donc déjà dès 1895, il y avait déjà cette idée de faire sortir l'objet de l'image. Mais bien sûr, vous avez tous en tête Avatar et L'Âge de Glace 3 qui sont sortis en 2009, qui généralisent vraiment la 3D numérique. Hein. C'est vraiment là où, à partir d'Avatar, où la 3D a vraiment explosé. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau Avatar. Oui, je crois qu'il y a la suite qui... déjà le 1, il a mis beaucoup de temps à sortir. Cameron, il a eu beaucoup de mal à le financer. Il est très perfectionniste, donc il a mis beaucoup de temps à le sortir parce que il veut vraiment que les effets spéciaux soient pile poil, soient vraiment nickel. Donc c'est pour ça, n'y attends pas trop parce que voilà, je pense que si on en parle tout juste, le temps que le truc sorte vraiment au top, ça risque de passer, ça risque de prendre pas mal de temps. Donc voilà, film 3D, bon, il y a l'hologramme aussi. Donc pour l'instant, les films en hologramme, il n'y en a pas des masses. Non. Ce qu'on peut voir, excusez-moi, j'ai un petit repliement de gorge. Ce qu'on peut voir en hologramme, ce sont les pop stars japonaises. Voilà, ouais, effectivement, j'avais noté. Dans la culture J-pop, il y a une... Hatsune Miku. Voilà, exactement. Voilà, c'est en 2010, donc concert de Hatsune
Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, c'est rigolo à le dire comme ça. Donc effectivement, c'est une chanteuse japonaise qui se produit. Donc elle s'est produite à Bercy. J'ai vu ça. Il paraît qu'elle a vraiment fait, elle a fait le plein à Bercy. Ça attire beaucoup de monde. Donc là, c'est vraiment le principe de l'hologramme. Donc il y a une chanteuse virtuelle, la voix virtuelle. Et la seule chose qui est réelle sur scène, ce sont les musiciens qui jouent derrière elle, la batterie, la basse, la guitare, enfin voilà. Donc voilà, il n'y a personne sur scène, mais il y a... Ah si, il y a des musiciens avec elle. Oui, mais là pour l'hologramme, voilà, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc, il y a une autre expérience aussi à Las Vegas en mai 2014. Il y a, juste avant, il y a Michael Jackson qui a sorti un titre posthume. Et en fait, pendant les Music Awards à Las Vegas, ils ont fait chanter Michael Jackson en hologramme. Et c'est vrai que je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, c'est vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant parce que on a tout un travelling de caméras et grâce à ce travelling, donc on a vraiment le côté hologramme qui ressort et on a vraiment l'impression qu'il est sur scène, quoi. Bon, de temps en temps, on voit un petit peu le procédé parce que c'est un système d'écran, en fait, c'est une image projetée sur un écran. Mais sinon, voilà, l'hologramme, c'est en train d'arriver, c'est les débuts. Alors après, est-ce qu'on va voir des films en hologramme, c'est-à-dire où on aura vraiment l'impression d'être au milieu de la scène, ça pourrait être sympa, hein, en fait, ce sont des sculptures de lumière. Voilà, c'est ça. Ouais. Sculptures de lumière et de couleur, ce qu'il faut, c'est leur trouver un support pour se projeter dessus. Voilà, il y a encore des progrès à faire. J'ai vu un film récemment, Insaisissable, sur des magiciens. Oui. Et bien en fait, pour que les images holographiques se projettent sur un volume, il faut d'abord qu'il y ait de la vapeur qui se dégage dans une pièce, ou une sorte de fumée. Ouais, et ensuite, il projette sur la fumée des images holographiques, et là, ça marche. Voilà. Donc, voilà. Donc après, dans les inventions, il y a la tablette tactile. Donc la tablette tactile, on retrouve notre héros, Marty McFly, qui se balade dans la rue principale d'Hill Valley. Et là, il y a l'ancien maire qui vient le voir pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville, qui a été bien sûr complètement détruite par l'orage, par la foudre du premier épisode. Donc ça, je vous invite à aller voir le premier épisode pour comprendre quel est l'élément clé de cet orage-là. Et donc, pour faire signer sa pétition, au lieu de lui tendre complètement un papier, lui tend une tablette tactile. Donc n'oubliez pas, hein, on est en 1989. Donc déjà, dès 1989, Robert Zemeckis avait cette idée que le papier allait disparaître et que ça allait être remplacé par des tablettes. Donc j'ai fait une petite recherche. Donc on pense bien sûr, quand on parle tablette, on pense à l'iPad qui est sorti en 2010. Mais en fait, la première tablette est sortie en septembre 1989, donc la même année. Donc là, on n'était pas sur du tactile avec le doigt, on était sur du tactile avec un stylet. Mais le principe d'informatiser une tablette et de mettre du contenu dans une tablette, déjà dès 89, ça existait. Donc là, le génie, on va dire, de Zemeckis, c'est d'avoir flairé le fait que c'était pas une simple invention, parce que des inventions comme ça, il y en a plein qui sont créées et qui tombent vite à l'eau parce que voilà, c'est des inventions qui n'ont pas d'avenir. Mais là, Zemeckis avait bien senti que cette notion de tablette, ça allait faire quelque chose. Et là maintenant, on a bien vu qu'avec l'iPad, il avait bien senti le truc. C'est son petit côté Jules Verne, quoi. Le jeu des inventions de Jules Verne. Enfin, les idées de Jules Verne qui après trouvent une réalité. Voilà, oui, tout à fait. Oui, il y a voilà, des personnages comme ça, des personnes complètement visionnaires. Quand on discute avec eux, ou même les critiques, souvent sont assez virulentes parce que ce sont souvent des personnes qui sont un petit peu dans leur nuage, qui sont un petit peu ailleurs, et c'est souvent l'avenir qui leur donne raison. Et là, pour Zemeckis, peut-être que quand il a mis ça dans le scénario, tous les coproducteurs ont dit mais n'importe quoi, pourquoi tu mets ces inventions, ça peut pas exister, c'est débile. Et là, on se rend compte qu'en fait, non, il y a beaucoup d'inventions où il a bien senti le truc. Donc après, on a Marty, donc je vous passe un petit peu le film, hein, donc il se passe pas mal de choses, et Marty va dans sa maison, en 2015, et là, quand il rentre dans sa maison, en fait, on découvre un petit peu la domotique. Donc il rentre chez lui par la commande. Alors non, c'est pas lui, c'est son lui du futur, en fait. Voilà, donc il voit son lui du futur rentrer dans sa maison. Et donc, il rentre devant l'écran, il dit « Mets-moi la chaîne 1, 6, 9, 10 » et la télé s'exécute à sa voix. Sa femme qui rentre utilise son doigt pour rentrer chez lui. Donc, c'est vraiment l'utilisation de la domotique
Oui, les empreintes digitales comme serrure, la voix pour commander la lumière, les écrans de télé, les appareils, les fruits qui descendent D'un jardin les corbeilles de fruits voilà. qui descendent. Ça, on l'a pas encore, hein, on l'a pas encore. Et pour l'instant, je suis pas sûr que ça, Ça donnera pas. d'avoir le jardin privatif qui descend dans sa cuisine. La cuisine au milieu Voilà. de la table. On n'a pas vu beaucoup, il y a très peu de gens qui travaillent dessus, ça va peut-être venir, mais donc voilà, donc la domotique, là il a bien été. Donc oui, on rappelle que c'est la robotisation, l'informatisation et Voilà. l'électronisation de beaucoup de commandes de la vie quotidienne dans une maison. Voilà, et donc là on voit bien que les fournisseurs d'accès, il y a SFR qui a lancé sa box. Je crois qu'il y a Bouygues aussi. Donc les fournisseurs d'accès commencent à partir un petit peu sur cet axe-là de la domotique. Et en domotique, il y a 2 projets donc open source, logiciel libre. Donc vous savez que je suis un grand fanat des logiciels libres. Donc il y a un projet qui s'appelle Sarah et un projet qui s'appelle Yana. Donc si vous mettez assistante Sarah comme les prénoms, hein, et Yana Y-A-N-A, vous trouverez 2 projets gratuits. Bon, ils sont gratuits, mais il y a quand même pas mal de configurations. Hein. C'est assez technique pour mettre en place tout ça. Yana, par exemple, fonctionne très bien avec le Raspberry Pi, le mini ordinateur. Donc voilà, c'est des projets qui se lancent un petit peu sur la démocratisation, on va dire, de la domotique. Une maison intelligente aussi, c'est une maison qui fait des économies d'énergie et puis de plus en plus, ouais. Voilà. Ouais, donc tout à fait. ça aussi quoi. D'ajuster le radiateur en fonction de la présence Exactement. de telle ou telle personne. Et puis donc dans la transition écologique qu'on veut faire en France par exemple, ça va tout à fait être utile, je pense, de rendre intelligent comme ça les maisons et tout ça. Donc après, on est toujours dans la maison du Marty du futur. Là, ils sont tous, donc toute la petite famille est autour de la table. Et là, il y a la fille qui reçoit un appel de téléphone. Et on la voit tapoter ses lunettes et elle voit, tiens, c'est ton patron papa, est-ce que tu prends? Oui, je prends dans le salon. Et donc là, vous l'avez deviné, hein, on est vraiment en face des Google Glass. Donc déjà, dès 1989, Robert Zemeckis avait bien compris que d'intégrer un écran dans des lunettes, c'était quelque chose qui était probablement techniquement faisable. Enfin, en tout cas, il pensait que ça allait être faisable. Et donc, en avril 2012, il y a Google qui a lancé le développement de ces lunettes à réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, en fait, c'est lorsque un environnement virtuel vient se superposer sur le monde réel. Donc c'est le principe des Google Glass. Donc encore une fois, Zemeckis avait bien senti le truc. Donc là, on revient un petit peu en arrière. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Tout à l'heure, on était dans la rue avec Marty. Et pour sauver son fils, en fait, il part dans une lutte contre Griff Tannen, qui est, on va dire, le méchant de service. Non, alors non, on fait souvent la confusion. Donc Griff, c'est alors il y en a un qui est fils, un qui est voilà. On fait souvent. Donc c'est bien Griff Tannen. J'ai vérifié parce que je sais qu'il y a souvent cette confusion. Et donc il y a Griff Tannen qui essaye de. Donc au départ ça aurait été un petit peu de sa faute si le futur s'était produit, si Marty aurait été en prison à cause de Griff Tannen. Et donc Marty, donc le Marty qui vient aider son fils, part dans une lutte avec ce personnage et le personnage finit dans la vitrine de l'hôtel de ville. Et lorsqu'il finit dans la vitrine, en fait, on voit arriver un drone journaliste qui prend une photo, et cette photo, on la retrouve sur le journal que Doc consulte pour s'assurer qu'il a bien changé le futur de son fils. Donc là, je vous parle des drones journalistes. Et effectivement, les drones journalistes, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, donc ça a mis beaucoup de temps à arriver, tout simplement à cause des autorisations. Parce que l'espace aérien, c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé. Et donc, il a fallu que les chaînes qui veulent utiliser ces drones-là bataillent énormément pour avoir ces autorisations.
Et donc là, c'est en train d'évoluer. J'ai vu passer que, oui, il y a BHM TV et ITV qui sont en train de former des journalistes. Sur Arte pour nous montrer des paysages, des villages, tout ça. Et bien, ils installent une caméra sur un tout petit hélicoptère. Et puis, le Tour de France, par exemple. Le Tour de France, les paysages, enfin les plans aériens ont été faits avec des drones. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, même par exemple sur les zones de guerre aussi, et ça c'est pas plus mal, plutôt que d'envoyer un journaliste en plein milieu du feu, c'est plus simple d'envoyer un drone. Au pire, s'il se fait descendre, il vaut mieux perdre un drone qu'un journaliste. Donc voilà, ça prend aussi du temps parce qu'il faut une licence de pilote pour un drone, alors juste la partie théorique. Donc en fait, c'est l'équivalent de la licence qu'il faut pour piloter un planeur ou un ULM. Donc du coup, forcément, les journalistes, ils n'ont pas ces compétences. Donc il faut à la fois qu'ils aient leurs compétences de journaliste et qu'en plus, ils passent leur brevet de pilote. Et donc la dernière chose, donc j'en ai laissé plein, parce qu'il y a plein d'autres inventions qui existent, comme par exemple le pompiste automatisé. Enfin, il y a plein d'inventions. Je vous invite à regarder le film. Et la dernière chose, en fait, c'est la visioconférence. Donc, lorsque Marty a une discussion avec son patron, donc il voit son patron en visioconférence. Donc ça, effectivement, c'était entre guillemets assez simple à deviner. C'est vrai qu'avec l'évolution de l'informatique, le fait que la visioconférence explose, voilà, pour discuter via un appel téléphonique, c'était un premier point. Mais le deuxième point, moi, qui m'a un petit peu accroché, c'est que lorsqu'il a son patron à l'image, en bas de l'écran, en fait, il y a des informations sur le patron qui s'affichent. Donc des informations concernant son régime alimentaire, sa date de naissance, enfin vraiment tout plein d'informations. Et ça, c'est quelque chose que Robert Zemeckis a mis dans son film, qui est l'utilisation de la big data, le fait de collecter énormément d'informations personnelles et de pouvoir les resservir comme ça à loisir. Et ça, déjà dès 1989, Robert Zemeckis avait bien senti que l'information allait être importante et que c'est quelque chose qui allait être une source qui allait... Parce que maintenant, sur Internet, l'information, c'est vraiment le Graal, le Graal de beaucoup de sociétés. Le but du jeu, c'est d'essayer de choper un maximum d'infos. Donc, je voulais aussi parler de l'écran plat. Mais en fait, les écrans plats, c'est assez ancien, parce que le premier écran plat, il est sorti en 1985. Donc déjà, quand Robert Zemeckis a écrit le scénario, les écrans plats étaient déjà arrivés, moyennant fortement, finance, c'était forcément des budgets beaucoup plus élevés que maintenant, mais la technologie, le principe même de l'écran plat, c'est pas quelque chose qui est aussi récent que ça. Déjà les premiers écrans plats existaient avant la sortie de Retour vers le futur 2. Voilà, donc j'en ai fini pour ce petit dossier culture. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que je vous ai appris plein de choses. À vous auditeurs. Il faut aller voir maintenant le film, la trilogie. Voilà. François, c'est un sacrilège si tu n'as pas vu ce film. Il faut absolument que tu ailles voir. Parce que il y a certains films, c'est vrai que quand on y retourne, on se dit, wow, ils ont pris un coup de vieux. Il y en a certains. Et celui-là, non. Non, franchement, Non, ça va. Les effets spéciaux sont parfaits. Ouais. Et il y a juste une petite séquence moi qui m'a un peu gêné, mais je dis pas laquelle parce que c'est pas la peine de me raconter trop de choses sur le film. Mais sinon, non, j'ai trouvé que ça restait tout à fait bien visible, un très très bon divertissement de grande qualité. Vraiment, bien réalisé, tout bien joué. Ok, et donc sans plus attendre, on passe à la rubrique suivante, focus sur. Bonjour. Bonjour.
Après une musique comme ça, ça va tellement, voilà, tellement c'est captivé de par la musique. musique. Voilà, c'est ça. Non, rebonjour. Voilà. Donc voici la rubrique que nous avons appelée Focus sur. Ça n'a jamais si bien porté son nom. Quand je dis ça, on a eu deux émissions d'expérience, mais quand même, je le dis, ça n'a jamais si bien porté son nom parce que le focus, c'est un rapport avec l'appareil photo, et je vais justement vous parler de la photographie. Ah oui, effectivement, ça correspond. Focus impeccable. N'est-ce pas? En fait, voilà, bon, pendant des millénaires, puis ensuite des siècles, les hommes ont fait des images. Et donc, ils ont utilisé vraiment des tonnes de techniques différentes pour faire des images, pour représenter le monde avec des lignes, des couleurs, des traits, voilà. Alors donc, on utilisait de la peinture, de l'encre, de la gravure, voilà, tout ça. Et il fallait toujours en fait qu'il y ait la main d'un artiste ou d'un artisan qui fasse une image. À partir du début du 19e siècle, arrive l'idée que en fait, le réel qu'on a autour de nous peut se répliquer, c'est-à-dire s'imprimer directement sur un support photosensible, en général carré ou rectangulaire, de petite taille. Et donc, c'est pourquoi j'ai appelé donc ce focus sur la réplication du réel sur un support photosensible, donc photosensible sensible aux photons, aux cellules, aux particules solaires, en fait, à la lumière, voilà, sensible à la lumière. Et donc, la première technique fut l'utilisation, je vais vous en parler, du bitume de Judée. Et maintenant, ça fait pas mal d'années qu'on en est au pixel. Sur les pixels. On est au pixel, voilà. Donc, on va faire un panorama qui va du bitume de Judée au pixel. Donc, en 1826 ou en 1827, alors là, il fait fort parce qu'il a un prénom vraiment génial, Nicéphore. Son prénom. Nicéphore. Alors, j'en connais aucun autre, et si j'ai un fils un jour, je l'appellerai Nicéphore. Et c'est vraiment trop bien. Moi, je connaissais Onésiphore. Dans la famille de ma femme, il y a une personne qui s'appelle Onésiphore. Pas mal, quand même. Ouais, Pas mal. c'est plus fort encore. Ah, plus fort. Ah ouais, c'est plus fort. Ouais. Là, donc, c'est Nicéphore Niepce. Alors, c'est le premier quand même qui est fait une photo. La photo s'appelle Le point de vue du Gras. Le Gras, c'était un quartier à Chalon-sur-Saône où il habitait. Donc le point de vue du Gras, une photographie de 14 cm par 20. Il a mis en fait une plaque d'étain dans une chambre noire, c'est-à-dire dans une boîte. Comment? Oui, d'accord. Ouais. Il a mis une plaque d'étain dans une chambre noire, c'est-à-dire une boîte en bois, avec un objectif. Il a mis du bitume de Judée. Donc le bitume, c'est une substance composée d'hydrocarbures. Sur la plaque d'étain, qui a une propriété qui a une propriété, c'est pour sa propriété qui est photosensible. D'accord. Voilà. Et en fait, avec un temps de pause qui a dû être de plusieurs jours. Pendant un moment, on a pensé que ça avait duré une journée le temps de pause. Étant donné les ombres sur la photo, on se disait le soleil il a eu le temps de faire son mouvement, donc il a fallu un temps de pause d'une journée. Et en 1990, ils ont refait le test. Ils se sont dit non, il a fallu plusieurs jours pour faire cette photo-là. T'imagines s'il voulait faire un selfie avec son truc, il était mal, il aurait une crampe le pauvre, à bout de bras avec son appareil photo là, puis il devait être lourd. Donc voilà. Donc ça c'est la toute première photo, le point de vue du Gras, Nicéphore Niepce, le temps de pause. Donc ça, je vous invite à aller voir sur Google les images qui sont dans Google Images à chaque fois. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui voyaient ça comme quelque chose de diabolique, le fait d'emprisonner l'image. Il y avait eu tout un courant qui voulait freiner le développement de la photographie, parce que tout un courant plus ou moins religieux qui disait non, ça capte
Ah bah, de toute façon, même dans l'histoire antérieure de l'image, il y a les iconoclastes, ceux qui refusent l'image, tout simplement. Voilà. Par exemple, dans la religion musulmane, il est impossible de représenter à la fois le Les prophète, prophètes, des tout à fait. êtres humains, tout ça. C'est pour ça qu'il y a des arabesques, mais il n'y a pas de figure humaine, comme dans la. Par contre, le Oui, il y a eu christianisme toute, a accepté de. avec les caricatures, il y a eu toute une polémique. Voilà. Et puis par rapport à l'idée de non-représentation, c'est vrai que c'était une période coloniale où on découvrait des peuples et tout ça, et puis ça pouvait faire peur peut-être à certains. Ouais. Voilà, mais bon, là, on extrapole un peu par rapport à. Mais c'est vrai, oui, c'est-à-dire que on a beaucoup utilisé la photographie au 19e siècle pour photographier des choses totalement nouvelles qu'on découvrait. On pouvait découvrir des peuples, oui, qui pouvaient avoir des superstitions par rapport à ça. Ça permet de voir aussi quelquefois que des convictions peuvent entraver le progrès en fait. Il y a certaines choses où par rapport à certaines convictions, le projet est entravé alors que ça pourrait se développer beaucoup plus vite, mais parce que voilà, il y a certains groupuscules qui ne veulent pas. Voilà, donc là c'est ce qui se passe un petit peu avec. Je peux te dire que dans notre tradition judéo-chrétienne américano-européenne, du 19e dominant, voilà, l'Occident dominant de cette époque-là, il n'y a pas eu d'entrave en fait. Voilà. Ah oui, d'accord, donc là non, pas spécialement. D'accord. Alors ensuite, après Nice et Forniepce, on trouve Louis Daguerre. Alors, Louis Daguerre, lui, il est célèbre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, ses photos à lui, les photos qu'il arrive à faire, elles résistent définitivement à une exposition à la lumière une fois qu'elles sont faites. C'est-à-dire que les photos au bitume de Judée, elles étaient fragiles et quand la lumière quand on les laissait trop longtemps à la lumière, elles se détérioraient. Il n'y avait pas le principe de fixation en fait. Non, il n'y avait pas de fixation. D'accord. Alors que Daguerre, lui, il a trouvé, grâce à une surface en argent polie comme un miroir, exposée à la lumière simplement, il a trouvé quelque chose qui... et en plus, il n'y a plus besoin de plusieurs jours de temps de pause. Quelques minutes, c'est quand même des dizaines de minutes, mais ça c'est déjà sensiblement réduit. On était en 1826 avec le point de vue du gras, la photo à plusieurs jours de temps de pause. En 1838, une photo prise du boulevard du Temple à Paris, c'est la première fois qu'on voit un être humain sur une photo, en 1838. En fait, comme le temps de pause a duré plus de 10 minutes, tous les passants et toute la circulation et tout ça sont flous ou invisibles sur la photo. On peut pas, ça va pas passer. Seulement, il s'est trouvé qu'il y avait une personne qui se faisait cirer les chaussures à un endroit immobile. Et donc, sur le boulevard du Temple, en 1838, première photo avec un personnage humain imprimé. Immortalisé. Et voilà, exactement. Toujours voir Google, c'est très intéressant. 1840, autre date importante, William Henry Fox Talbot, lui, il invente le calotype, c'est-à-dire que c'est un procédé négatif positif qui permet la diffusion multiple des images. Voilà. Alors donc, on en est là, donc on est arrivé à 1840 avec William Henry Talbot qui va permettre une diffusion multiple des images. En fait, à la date de 1839, il y a 24 inventeurs dans le monde qui revendiquent la paternité de la photographie. D'accord. 24, voilà. Aussi bien en Amérique latine qu'en Scandinavie. Donc ça, c'est chaque personne qui, dans leur coin, ont pensé, ils se sont mis d'accord. Ils ont essayé peut-être circulation quand même et tout, voilà, ils se sont peut-être piqués les brevets, je sais pas, mais enfin bref. La réalité, c'est quand même que les deux vrais précurseurs, c'est Niepce et Daguerre. Mais quand même, en 1839, au moment de dire voilà, ça y est, la photo, on peut vraiment l'utiliser pour une grande diffusion à un plus large public, il y a beaucoup de gens qui revendiquent l'invention. Donc une nouvelle activité professionnelle est créée, le photographe devient un métier. Il y a un grand nombre de peintres qui embrassent cette activité naissante.
ils font des portraits plutôt. C'est pas forcément c'est pas forcément des bons peintres qui vont faire ça. Hein. Ouais, mais ils prennent la base de la photo et après non, même pas. Ils font de la photo bourgeoise, voilà, c'est ça en fait. Ils font le portrait de bourgeois qui ont envie d'être immortalisés, comment dire, sur des photographies, comme avant, ils avaient demandé à des peintres de les immortaliser avec de la peinture à l'huile. En fait, c'est ça. D'accord, oui. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, ça va être de la peinture académique, enfin, la photo académique, de la photo institutionnelle, de la photo portrait. Mais c'est pas de l'art, quoi. Voilà. Pourtant, ce sont des peintres qui ont embrassé cette. À l'époque, ça faisait bien d'avoir une photo chez soi, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui coûtait cher. C'était un symbole de bourgeoisie. Voilà. D'accord. Il y a une exception, donc ça c'est la grande masse des photographes qui fleurissent vraiment à partir de 1839. L'exception, c'est Nadar, N-A-D-A-R, qui dès 1850 fait une série de portraits photographiques d'artistes contemporains. Alors lui, ces photos, elles sont vraiment, vraiment super parce qu'elles nous laissent une trace à jamais inoubliable de Baudelaire, Hugo, Sarah Bernard ou Gustave Courbet. Voilà, et j'en cite que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Hein. Les portraits de Nadar, là, par contre, c'est de l'art. Voilà. C'est de la photo d'art parce que ce sont des portraits d'artistes déjà, donc du coup, ça, voilà, on a une image d'eux qui reste figée bien, quoi. Puis là, il y a de la composition, il y a une patte, quoi. Nadar, il a un style, voilà. Okay. Le Kodak arrive en 1888. George Eastman Kodak, on connaît tous peut-être ça. Ça lance la voie pour la photo amateur. En fait, lui, il a carrément trouvé le système pour qu'en fait il y ait une démocratisation de la George Eastman, donc la démocratisation de la photographie. Il y a une pellicule qui est dans une boîte d'appareil photo. On fait toutes les photos qu'on veut avec son appareil. Ensuite, on renvoie l'appareil entier à l'usine. Ils nous font les développements des photos. Et puis ensuite, il recharge avec une nouvelle pellicule l'appareil et il le renvoie à son propriétaire photo et appareil. Là, on est sur la couleur, hein, parce que... Non, on est toujours en noir et blanc. C'est toujours en noir et blanc. On n'a toujours pas trouvé la couleur. Non. Et là, ça y est, j'y arrive. 1903, l'autochrome. Une autochrome, on dit. Donc tout à l'heure, c'était pour Kodak, c'était 1000... Kodak 1888. Ah oui, j'avais entendu 1988, c'est pour ça. D'accord, 1888. D'accord. Donc en 1903, nos fabuleux frères Lumière, qui ont aussi inventé le cinématographe, projeté, c'est important de le dire, les frères Lumière ont inventé le cinématographe projeté sur un écran. Oui, parce qu'il y a toute une polémique là-dessus. Il y en a eu plein qui ont inventé des images animées, mais c'était pas projeté sur un écran. Ouais. Donc en fait, en 1903, ils mettent sur une plaque de verre du grain de fécule de pommes de terre avec 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Et puis en fait, ils fabriquent des autochromes grâce à cette trichromie des 3 couleurs primaires mélangées. Alors là, pareil, je vous invite à aller voir sur Google, vous tapez autochrome lumière, et puis vous allez dans Google Images, vous allez voir là, ce sont carrément des tableaux impressionnistes, on croirait des Renoirs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans l'éclat, la composition, les couleurs merveilleuses que ça fait, la netteté, enfin vraiment c'est. Mais ça c'était un but de faire cet effet-là, parce que c'est vrai que quand on se prend en photo, on ne veut pas ressembler à Picasso en fait. Ils avaient vraiment un goût, enfin ils avaient vraiment une intention esthétique. D'accord, d'accord. Et ils ont fait ça avec leur famille, avec leurs proches et tout, dans leurs amis et leur famille. Ils n'ont jamais fait de commande ni rien. C'est de l'art bourgeois, comme Renoir aussi était à la fin de sa vie, il était devenu quelqu'un de riche, ou Manet également, des grandes figures de l'impressionnisme. Voilà, on peut dire qu'il y a un impressionnisme peinture et un impressionnisme photo. C'est les frères Lumière avec leurs premières images en couleur ils déposent le brevet en 1903. Voilà. C'est vrai qu'avant, pour installer tout ce matériel-là,
ça prenait tellement de temps qu'ils pouvaient pas trop se permettre de prendre tout et n'importe quoi en photo. C'est vrai que maintenant, on a des appareils photo sur les portables, on prend un petit peu n'importe quoi en photo parce qu'on sait que ça se fait en une fraction de seconde. Là, ça explique peut-être pourquoi il faisait un effort aussi considérable sur l'aspect esthétique, sur la lumière. C'est que vu le prix de la photo et vu le temps, il ne pouvait pas se permettre de prendre le LOL4, le chat qui tombe de l'armoire, avec ce type d'appareil, quoi, c'est clair. Ouais, tout à fait. Alors ensuite, bon, voilà, donc pendant pas mal de temps, les photos sont restées en noir et blanc, mais les pellicules ont évolué. On est arrivé sur des supports, des supports souples, donc en matière plastique ou tirées des hydrocarbures toujours, mais des matières souples, transparentes, couvertes d'une émulsion sensible à la lumière. Et au bout du compte, on est resté pendant quasiment tout le XXe siècle avec une émulsion sensible à la lumière qui était l'halogénure d'argent. C'est pour ça qu'on a dit que c'était la photographie argentique. Voilà. Mais il y a eu plusieurs formats de pellicules. La plus nette étant le 6:6, un négatif photo, enfin une pellicule photo qui avait des images de 6 cm par 6 cm. Donc ça faisait donc un appareil photo, le Rolleiflex, qui était un appareil à viser, enfin il faut les regarder, il faut les tenir devant son ventre et regarder vers le bas pour voir l'image qu'on allait faire. Oui, comme un périscope en fait, un périscope inversé. D'accord. Et là, donc on faisait les photos les plus nettes, les photographes les utilisaient, et sinon il y avait les petits instamatiques, enfin voilà, donc on a eu des photos des pellicules 24-36 avec argentique. On voit l'image, c'est les fameux appareils photo avec le soufflet, c'est ça? Oui, c'est ça, on en voit de temps en temps. Sûr, ouais. Alors la pellicule 24-36 qui a vraiment été très 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 popularisée au XXe siècle, 24 c'est 2,4 cm et 36 c'est 3,6 cm. Voilà. D'accord. Voilà. Là et donc on est passé comme ça de noir et blanc à la couleur avec ces pellicules souples. Et puis, en fait, à partir des avancées informatiques, de la possibilité de numériser des informations dans des ordinateurs avec des signaux qui étaient des bits, des 0 et des 1, voilà, et de créer en fait depuis quelque chose de matériel, quelque chose de virtuel, et on en arrive aussi à créer des photos virtuelles, c'est-à-dire les photos numériques. Et là, on n'est plus. Donc il y a toujours besoin, bien sûr, d'une exposition à la lumière et d'une plaque photosensible. Mais là, maintenant, on est à des capteurs numériques. Et sur les capteurs numériques, il y a les pixels, les fameux pixels. Voilà. Alors, donc, je vais vous résumer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que vous allez avoir sur vos appareils photo numériques. Tout le monde en a maintenant, et puis même si on n'a pas d'appareil photo numérique, on a nos téléphones, nos smartphones. Voilà. Ouais. Donc en fait, il faut savoir que pour connaître la définition de la résolution de l'image, la résolution de l'image, c'est le nombre de pixels par pouce. C'est-à-dire qu'un pouce, c'est la mesure anglaise qui se dit inch en anglais. Et un pouce, ça fait 2,54 cm. Donc en fait, la résolution de l'image, c'est-à-dire plus une image est nette, et voilà, oui, ça va être en fonction des détails. C'est la quantité d'information, c'est le nombre de pixels par pouce. La définition de l'image, c'est parce que souvent les gens confondent la définition et la résolution. Ouais. La définition de l'image, c'est la dimension de l'image, c'est-à-dire la largeur en pixels et la hauteur en pixels. Voilà. D'accord. Il faut savoir que les pixels, en fait, ce sont... Alors, faut que je retrouve parce que les pixels... Donc, c'est des points. Oui, des petits points, voilà, c'est des points, exactement. Et j'avais une information sur les... Ah, voilà, c'est ça. Un pixel est généralement rectangulaire ou presque carré et présente une taille comprise entre 0,18 mm et 0,66 mm de côté.
Voilà. D'accord. Voilà les pixels. Alors après, c'est traduit en bits pour passer dans l'informatique. Voilà. Mais par contre, si on les regarde si on parle plus d'appareil photo mais d'écran, si on s'approche de notre téléviseur LED LCD ou voilà, Même si elle est jolie. ou alors voilà, comment? Même si elle est jolie, hein. Télévision LED. Ouais, LED, pas mal. J'avais. Non, elle est bonne. Voilà. Non, je l'avais pas comprise alors. Non, c'était juste pour mettre le fameux petit. Je l'avais pas mis du podcast, il fallait bien le mettre. Ah ouais. Donc et sur nos écrans d'ordinateur aussi, on a des pixels quand on regarde de près, on voit voilà. Donc on a à chaque fois la définition de l'image, c'est-à-dire la dimension de l'image, largeur en pixels, hauteur en pixels, et sa résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels qu'on aura par pouce carré, quoi. C'est-à-dire dans un carré de 2,4 cm, 2,5 cm par 2,5 cm. Et il en découlera enfin, si on veut faire une impression photographique, une impression papier de la photo qu'on aura prise avec l'appareil photo numérique, et bien en fait, le rapport entre la dimension de l'image, entre la définition de l'image et sa résolution vont apporter la qualité de l'image imprimée. C'est-à-dire que plus on aura choisi une résolution et une définition importante, plus notre photo imprimée sera bonne, et plus on aura choisi une définition de l'image et une résolution de l'image faible, et plus l'image sera floue. C'est pour ça que certains smartphones font des photos vraiment nulles. Par contre, il faut savoir que, par exemple, si on prend un appareil photo qui a un capteur de 3 mégapixels, ou dans 6 mégapixels, et puis un appareil photo qui fait 10 mégapixels, c'est-à-dire entre un compact et un réflexe, par exemple. Ouais, le compact, c'est le petit appareil automatique, et le réflexe, c'est déjà un appareil avec l'objectif, qu'on peut régler soi-même et tout, en changeant l'objectif et tout ça. En fait, quand on fait des photos 10 par 15, c'est-à-dire les plus répandues, des photos 10 cm par 15 cm, et ben en fait, que ce soit un compact ou un réflexe qui ait pris la photo, on ne voit pas la différence à l'œil nu. Oui, par rapport au nombre de pixels, Voilà, mais après voilà. la qualité Par de la contre, lumière. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des problèmes de sensibilité avec les ISO. Là, tu fais bondir tous les photographes. Hein. Si tu leur dis que le petit appareil photo. Pour les gens qui se diraient, ah purée, il faut que je prenne 10 mégapixels parce que il y a beaucoup plus d'informations et tout. S'ils ne font pas d'agrandissement de poster, par exemple, pour leurs photos, ils n'ont pas besoin d'avoir des appareils photo de 15 mégapixels comme les professionnels. Voilà. S'ils font que des 10-15, ça ne se verra pas à l'œil nu que leur photo est de moins bonne qualité que celle des autres. Et le premier appareil photo numérique, t'as regardé quel Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas pensé à me poser la question. Parce que j'étais vraiment axé sur les pixels, sur l'image, sur la définition et sur la résolution qu'apportaient les pixels par rapport aux autres armes photosensibles qu'on avait eu avant pour l'histoire de la photographie. Et donc j'ai à chercher. Voilà, chercher la naissance du premier appareil photo. Juste par curiosité. Voilà. Ok, bon, très très bien, merci Hervé pour ce joli dossier sur l'image. Donc, podcasteur numéro 2, c'est terminé, mais on va se retrouver très prochainement. Donc, merci Hervé, merci François, merci à notre public avec Emmanuel qui est là. Donc voilà. Je voudrais juste poser une question. Ouais, vas-y Hervé. On a commencé l'émission en parlant d'un auditeur qui nous avait trouvé sur iTunes. En fait, étant donné que je participe à ce podcast, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher sur iTunes notre podcast. Alors en fait, comment il nous a trouvé? Est-ce que c'est facile de nous trouver? Voilà. En fait, sur iTunes, tu as un moteur de recherche. Tu peux taper, et donc il a tapé. Alors je sais pas.
ça, je sais pas, mais il va nous le dire sur Twitter dès qu'il va écouter le numéro 2. Mais il a dû taper podcast, tout simplement. Et comme j'ai mis dans la description que c'était un podcast. Des podcasts, il y en a plein. Il y a tous les sujets. Comment il est tombé sur le nôtre? Podcast, il a dû mettre technologie, parce que moi je l'ai mis dans la rubrique technologie. Et c'est vrai que c'est pour avoir discuté un petit peu avec lui sur Twitter, c'est quelqu'un qui est dans la technique, voilà, qui est geek, hein, qui est vraiment dans ce secteur-là. Donc il a dû prendre podcast, filtré via la technologie. Et après, il a regardé, parce qu'en fait, dans les podcasts, lorsque tu t'inscris, les nouveaux podcasts sont mis en avant, sont un petit peu mis en avant le temps voilà, pour qu'ils se fassent connaître. Et donc il est tombé dessus, et là, comme il a mis dans son commentaire, comme il a vu Heure, donc lui il est de Seine-Maritime, juste à côté, donc il s'est abonné sur le podcast, il a écouté, et donc il nous a mis un très sympathique commentaire. Voilà. Et ça, je comprends bien qu'on puisse. Donc, c'est ça, avoir envie de s'inscrire à des flux de podcasts. Mais donc, c'est la recherche, quoi, les mots-clés qu'il faut mettre et tout ça pour. Voilà, les mots-clés. Donc, après, si on a beaucoup de succès en fonction du nombre d'étoiles, c'est-à-dire que si beaucoup de personnes, donc votez pour nous, hein, mettez 5 étoiles, 5 étoiles. Comme ça, après, tu as un classement par rapport au nombre d'étoiles, et on va être en haut du classement. Et après, ben, c'est le principe des classements, hein, c'est que plus tu as d'étoiles et plus tu es connu, donc tu es en haut de la liste, et donc comme tu es en haut de la liste, beaucoup de gens te voient, comme beaucoup de gens te voient, beaucoup de gens sont abonnés, et après c'est la mécanique qui commence à partir. Donc voilà, donc oui, vous nous retrouvez sur iTunes, donc sur le site www.zgen.fr. Il y a Miro, c'est ça? Donc Miro, voilà, donc sur Miro, c'est comme iTunes, c'est le iTunes mais version logiciel libre. Donc on a aussi une page Facebook, donc la page ZGen, donc sur Facebook dans la recherche vous faites ZGen. On a un compte Twitter, donc @ZGen276. Donc voilà, donc rendez-vous pour le mois de septembre. Ouais. Donc on va essayer de se faire une petite émission sympathique. Donc moi je vais vous faire un petit teasing sur mon dossier, je vais vous parler de la monnaie libre. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'avais déjà fait un petit article sur mon blog, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, donc le plus connu c'est les bitcoins, hein. Les bitcoins on entend un petit peu parler à droite et à gauche, ben, en fait si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette monnaie virtuelle, cette monnaie libre, soyez au rendez-vous au mois de septembre. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire sur iTunes. Et donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. À plus. Et au mois prochain. Au mois Au prochain. mois prochain, peut-être. C'est bon?